Voilà. Salut Cannes, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui comme invité pour le podcast Divergent. Je vais directement te poser la première question d'emblée, avant le bonjour, tout. C'est comment tu te présentes auprès de personnes qui ne te connaissent pas, justement. Salut Sandra, bah, moi aussi je suis ravi d'être un Jean d'hiver, mais plutôt d'été en ce moment vu le soleil qu'il y a dehors. Voilà comment je me présente avec une dose d'humour. Euh, alors comment je me présente? Aujourd'hui j'évite de me présenter par ce que je fais, parce que ce que je fais ça peut évoluer, et qui je suis aussi d'ailleurs, mais je préfère parler de qui je suis. Qui je suis déjà un papa de deux petits garçons. Au moment où on parle là, il y en a un qui a 3 ans et demi et un autre qui a bientôt 6 mois. Je dirais, au-delà d'un entrepreneur, quelqu'un qui est passionné. Mm. C'est ça qui me caractérise. En fait, je pense que j'ai toujours tout abordé par passion. J'ai une passion pour l'humain qui est voilà, indéfectible. Une passion pour la découverte aussi, pour l'apprentissage. Ouais, je suis vraiment quelqu'un de passionné. Donc ça, c'est ce qui me caractérise. Après, oui, je pourrais dire, voilà, entrepreneur depuis 21 ans, et puis ceci, et puis cela. Mais bon, ça, on aura peut-être le temps d'en parler. Mais ce qui me caractérise, c'est vraiment ça, c'est cette passion. Je suis toujours très enthousiaste. J'aime les gens passionnés. Quel que soit ce qu'ils font d'ailleurs, c'est ça qui Mm. parfois m'a aussi emmené sur des voies voilà, où je m'y attendais pas. C'est que j'aime vraiment, vraiment les gens passionnés, vraiment quel que soit ce qu'ils font. Alors, je vais commencer par une petite anecdote. Un jour, je sortais de. Ça faisait longtemps que j'étais pas sorti, j'étais allé danser. Je sors de soirée et j'arrive et je vois un mec qui fait des sandwichs. Mais je n'ai jamais vu ça. Le mec était une machine. Il transpirait, il te faisait le truc, mais genre le sandwich parfait, mais il te le fait avec une cadence, etc. Je me suis dit, waouh, ce mec-là, il est intense. Il est passionné. J'ai jamais vu un mec aussi passionné par le fait de faire des sandwichs. Bon, je lui ai donné un pourboire peut-être équivalent à 3 fois le prix du sandwich et il était genre surpris. Mais je trouve ça génial que quelqu'un soit entrepreneur et fasse des choses pour le monde entier, comme Elon Musk qui veut emmener l'humanité sur Mars, ou le mec qui fait ses sandwichs avec passion. J'aime les gens passionnés. C'est ça. Ok, cool. C'est une belle entrée en matière déjà. Je te sais aussi, en plus de passionné, euh, créatif et j'aime bien proposer un jeu justement en début d'interview à mes invités et c'est le jeu du portrait chinois. C'est-à-dire que si une fraction de seconde, tu n'es plus qu'Allemagne et tu es autre chose, peu importe ce que autre chose peut signifier pour toi, tu serais quoi et pourquoi? Je serais alors, ça va être très spontané. À la seconde d'après, j'aurais peut-être pu dire autre chose. Je pense que je serais l'air. L'air. Mhm. Ouais. Pour être partout et nulle part à la fois, en tout le monde et en personne. euh, Visible et invisible. Visible dans une certaine mesure. Mhm. Euh, le fait d'insuffler la vie aussi. Pour moi, c'est ça. En plus, en ce moment, je suis en plein dans une formation de breathwork, donc voilà. Euh, Pouvoir être la brise sur les gens qui aiment la vitesse. Alors pour moi qui suis motard, voilà, qui aime les sensations fortes aussi, pour être cette brise, ouais, l'air serait cool. Et tu serais du coup à un air, ouais, parce que là, tu parles d'une brise, mais tout à l'heure, tu parlais de passion et donc du coup, ouais, c'est un air plus, je sais pas Ah, comment, comme des rafales, tu vois, où mais je justement, il y a tout. voudrais être tout, ouais, c'est ça. Il y a de tout, en fait, c'est Toutes les ça, formes. c'est ce que j'aime, en fait, c'est que c'est visible et pas visible, c'est pas palpable jusqu'à ce que ça rencontre un objet. Mmh. Et je pense que ça, dans une certaine mesure, ça me définit un peu. Moi, je peux être très, très, très discret, voire invisible. Pour moi, c'est-à-dire là, je suis dans un petit village de 600 habitants, je suis dans mon coin, etc. Mais quand j'impacte des personnes, en général, ils se souviennent de moi. Donc, je pense que l'air, c'est aussi ça. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas entré en collision avec un objet ou un truc, tu sais pas qu'il existe, tu sais pas qu'il est là. Mmh. Il est autour de nous, il est omniprésent et on sent même pas sa présence quelque part. Voilà, c'est ça. D'accord, excellent, super. Écoute, le propos merci déjà pour ça. J'aime beaucoup la métaphore et tout ce que ça dit et ça te permet d'appréhender de qui tu es justement.
Et le propos du podcast aussi, c'est, donner la parole, aux invités pour qu'ils puissent, ben, se raconter. Et donc j'aimerais, que tu nous racontes ton histoire unique et singulière de résilience et tu la commences où tu veux, tu la termines où tu veux et tu en dis ce que tu veux et on a le temps. Hmm. Alors, je pourrais la prendre par tellement de bouts. Elle est tellement riche de rebondissements, etc. Je pense que j'aimerais commencer par mon enfance parce que ce qui m'a caractérisé, on va dire que c'est mon côté atypique que j'ai embrassé, mais pas trop tôt en fait, ou pas, alors je ne dirais pas assez tôt parce que c'est toujours au bon moment quand ça doit arriver. Mmh. Mais moi, j'étais un gamin qui ne faisait pas les mêmes choses que les autres gamins. C'est-à-dire que là où les gamins de mon âge aimaient jouer au foot, faire ceci ou cela, c'est vrai que moi, ce qui me passionnait, c'était d'aller à la bibliothèque, de découvrir des trucs dans les sciences. Et alors surtout, normalement, à l'âge que j'avais pas le droit d'aller dans la bibliothèque des adultes, ou en tout cas de réserver des livres pour les emmener chez moi. Mais bon, voilà, j'avais un peu négocié avec la bibliothécaire. Elle savait que je mangeais les livres. Donc, elle me disait, OK, OK. Elle était contente, en fait, de me donner l'opportunité de découvrir. Donc ça, c'était vraiment génial. Et j'avais vraiment cet amour de la découverte. En fait, je pouvais autant m'intéresser à la science qu'à des choses beaucoup plus je dirais beaucoup plus créative. Je pouvais passer un temps fou à peindre dans ma cuisine et en même temps à découvrir la mythologie. Donc, vraiment beaucoup de curiosité. Et ça, c'est quelque chose qui était très symptomatique de qui j'étais. Et bon, j'ai compris après, voilà, en connaissant ma charte, mon design, en human design, j'ai compris en fait pourquoi. Mais c'est vrai que j'ai eu longtemps cette quête d'identité parce que partout où j'allais, en fait, mine de rien, je savais m'adapter. Alors, comme beaucoup d'atypiques, hein, je savais m'adapter pour savoir être au bon endroit. Il y avait aussi, je pense, beaucoup ce besoin de plaire aux autres et de trouver. Je pense que je cherchais quelque part, il y avait la recherche de qui est ma vraie famille. Et il y avait toujours ce truc où je pouvais m'adapter un peu partout, mais je Mmh. me sentais jamais 100% au bon endroit, en fait. Et ça, c'était très perturbant pendant assez longtemps, jusqu'à ce que j'ai un incendie en 2000, incendie où il a fallu sauter par la fenêtre, tout ça. Bref, c'était un moment de naissance, je dirais. Pas de renaissance, mais vraiment de naissance. Et après cet incendie, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit non à l'école dans laquelle j'étais censé aller, que je voulais faire depuis très longtemps, une grande école parisienne, pour aller dans une autre où je n'avais pas vraiment compris ce qu'il faisait, mais je me suis dit, waouh, cet endroit, il est génial. Et ça a été le début de quelque chose. Le début de moi qui rencontre, on va dire, ma famille de cœur. J'étais vraiment dans un endroit où toutes les 2 secondes, tu rencontres quelqu'un de passionné, d'intéressant, tu as envie de parler avec lui, tu restes. Allez, tu t'es croisé à la base, c'était pour prendre un café et tu finis à parler pendant 2 heures de choses super passionnantes. Et l'école était ouverte 24 heures sur 24. Donc, très bien pour des atypiques qui aiment travailler n'importe quand, la nuit, tout ça, avec leur mode d'organisation. Bref, c'était vraiment un endroit génial. Et ça a été aussi le début pour moi de l'entrepreneuriat, puisque ben, mes parents, on était 4 enfants, etc. Et moi, j'ai toujours ce truc de pas vouloir être un poids pour les autres, pas vouloir déranger, donc beaucoup, beaucoup d'autosuffisance. Ce qui après a été aussi on va dire un obstacle, mais ça m'a poussé à faire de belles choses, comme le fait d'aller chercher en fait des contrats parce que je voulais payer mes études, je voulais pouvoir en même temps bah, me faire plaisir, faire des choses bah, que font des étudiants en fait, pouvoir sortir, etc. Mmh. Et, et donc, du coup, bah, je faisais de la danse, entre autres, et je me suis lancé à mon compte. Donc, je dis toujours que l'entrepreneuriat, c'est une forme d'accident. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment choisi. Je me suis juste dit, je veux être indépendant, j'ai besoin de payer mes études, je ne veux pas bosser au McDo, je ne veux pas aller bosser dans un magasin. Donc, bah, je vais vendre mes services. Voilà. Donc, c'était un peu un accident, un heureux accident. Et dans ce parcours, il s'est passé mille choses. Des associés qui m'arnaquent, qui volent énormément d'argent, qui usurpent mon identité, qui font des trucs de fou, des entrepreneurs qui me mettent des coups dans le dos, des coups de couteau dans le dos. Bref, j'ai une vie entrepreneuriale très, 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 très riche. J'ai fait plein de trucs. Je pense que j'ai vraiment eu tous les statuts, autant auto-entrepreneur, artiste,
voilà, indépendant, profession libérale à l'URSSAF, SAS, SARL, EURL, enfin EURL, entreprise individuelle. Je crois que j'ai fait quasiment aussi intermittent du spectacle, puisque je bossais aussi pour la télé et pour la danse. Bref, je pense que j'ai fait tous les statuts, donc ça m'a donné une grande richesse. Mais pendant cette période-là, c'était riche. Et c'est pour ça que je dis, je ne sais même pas par où commencer. C'était riche de plein de choses. Je me suis retrouvé à faire des boutiques à l'international pour des marques de luxe sans avoir aucune expérience, en y allant et en leur disant, oui, oui, je peux le faire et je vous ferai des choses qui sont hors du commun, ce qui avait été le cas. Et c'est génial parce qu'ils m'ont fait confiance. Honnêtement, je pense qu'il y avait une forme de fougue je ne savais pas ce qui était impossible. Je connaissais pas d'entrepreneur dans mon entourage. Donc, pour moi, c'est, ah, tiens, tu as envie de le faire, tu le fais, sans me rendre compte à quel point c'était osé. Et donc, voilà. Et puis, il y a eu des moments très, très difficiles, des moments où, en l'occurrence, une de mes entreprises s'est cassée la figure et j'ai fini en grosse, grosse difficulté parce que j'ai fait les mauvais choix, faire passer tout le monde avant moi, les clients, les salariés, tout ça. Donc ouais, des moments très, très, très difficiles où j'ai pu ensuite rebondir, mais où ça a été pour moi trop long, ces périodes compliquées, mais où j'en suis ressorti avec… en fait, j'ai pu aller toucher vraiment qui je suis à ce moment-là, mais vraiment. Il y a des personnes qui parlent de nuit noire de l'âme, c'est vraiment ce que je dirais que j'ai vécu pour pouvoir me donner l'opportunité, cette fois-ci, de renaître encore et cette fois-ci en touchant qui j'étais vraiment. Donc voilà, là c'est dans les grandes lignes, quelques éléments de mon parcours, mais en fait, je pense que je pourrais parler 2 heures de chaque petit point de mon parcours, tellement ça a été intense et riche. Ouais. Ouais, il y a déjà, pas mal effectivement d'éléments. Je trouve ça assez intéressant. Donc il y a un côté un peu, moi j'aime bien, dire bibliopathe. C'est comme ça que je je me définis, ma Alors, dis-moi, passion décris-moi ce que ça veut dire. dévorante des livres. Je ne savoure pas les livres, je les dévore. Donc Mmh. du coup, bah, forcément, c'est un côté un peu plus Mmh. et donc ça me parle, voilà, aussi, c'est ce que tu dis, hein, cette notion de voilà, d'être dans la recherche, dans la découverte et tout ça, donc ça nourrit tes réflexions, ton imaginaire dans l'enfance. Il y a déjà pas à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a déjà cette notion de cette croyance de il y a pas vraiment de limite à tout ce que tu peux, à ta curiosité, à tout ce que tu peux explorer, à tout ce que tu peux découvrir et cette pas de limite, tu en reparles aussi dans cette notion de, ben, comme tu as pas le cadre de référence de l'entrepreneuriat autour de toi, bah, tu as pas forcément les croyances, qui y sont liées. Est-ce qu'on peut faire ça ou on peut pas le faire? Non, en fait, moi je tente et j'y vais, quoi. Ça, il y a un peu En ce fait, ouais, il y a vraiment de ça. Je pense qu'il y a quelque chose de très identitaire, c'est que j'étais mmh un artiste qui aime créer. Donc, ça partait aussi de cet espace-là en me disant, je peux créer ce que je veux. Et d'ailleurs, je dirais que à cette époque, en tout cas, mes premières années dans l'entrepreneuriat, on va dire les 5 premières années, j'avais énormément de rêves, énormément d'idées. Donc, je parlais souvent de mes idées. Je disais aux gens, ah tiens, j'ai cette idée, je ferai ça, 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 ça. Je me souviens notamment, un de mes premiers projets en 2000, c'était un projet alors je ne l'appelle pas comme ça, réseau social, mais c'était un réseau social assez poussé avec des concepts qui aujourd'hui n'existent pas vraiment. Il y a Idriss Aberkan qui avait lancé un projet, malheureusement, qui a pas trop pris, mais qui utilisait un peu le concept auquel j'avais réfléchi en 2000. Et j'avais un gros problème, en fait. C'est que j'étais tellement visionnaire que mes projets voyaient enfin, arrivait bien, bien, bien trop tôt par rapport à ce qui pouvait exister sur le marché. Et je n'avais pas assez de moyens pour pouvoir les développer. Donc, ça créait beaucoup de frustration. Et à un moment, j'en tirais une certaine fierté. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, ce qui fait la différence, ce n'est pas tant les idées. Je pense aujourd'hui vraiment que les idées ne nous appartiennent pas vraiment. C'est un mh. peu comme si on arrivait à brancher nos antennes sur quelque chose qui est dans l'air. D'ailleurs, à plein de moments, il y a des gens qui, dans le monde entier, ont les mêmes idées au même moment. Mmh. Et par contre, ce qui va faire la différence, c'est cette capacité à exécuter, à être dans l'action. Et donc, vu que j'étais vraiment dans l'identité de l'artiste, du créatif, en fait, parfois, les idées étaient bien plus importantes que la réalisation des idées. Et c'est quand je me suis mis beaucoup plus dans la peau de l'entrepreneur que avoir juste de bonnes idées, c'était plus assez, en fait, c'était plus satisfaisant. Parce qu'avant, honnêtement, si j'avais de bonnes idées et que j'en parlais suffisamment,
Je parle de toutes les choses qui étaient en dehors de ce que je faisais pour les marques, etc. J'avais des projets et ces projets-là voyaient rarement le jour parce qu'en fait, je pense que je n'étais pas assez dans l'action. J'étais beaucoup dans l'idée, dans le rêve, etc. Et en parallèle, c'est pour ça qu'on me payait. C'est-à-dire que les marques me payaient pour arriver avec de bonnes idées, pour pouvoir créer de belles choses. Et voilà. Et donc, aussi, quand tu parlais de cette question d'illimité, c'est aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est très difficile de revenir sur l'époque et de dire, tiens, comment je voyais les choses, mais je pense il y avait une espèce d'inconscience, en fait. C'était plus une inconscience, c'est-à-dire, comme tu disais, pas de cadre de référence. Je ne pensais pas qu'il n'y avait pas de limite. Je suivais juste mes élans. Donc, Mm. je peux aller voir, pour te dire, alors quand j'ai gagné Dior comme client, j'y suis allé. Ils avaient, je l'ai su après, il y avait 4 agences qui étaient en liste, dont 3 des plus grandes agences parisiennes. Honnêtement, avec du recul, je me dis, je ne sais même pas pourquoi ils m'ont donné le rendez-vous comparativement à ces agences. Donc, c'est des agences multinationales. Et ils arrivaient en grande pompe avec des commerciaux qui arrivaient avec des présentations dans tous les sens, vidéo. C'était Star Wars, le truc, quoi. Et moi, j'arrive, je déroule une feuille euh, à, c'était du A2, c'était pas A3, c'était du A2, une grande, grande feuille où j'avais imprimé ce que je voulais qu'on fasse et je co-crée avec je leur dis, moi, ce que je veux, c'est juste une grande salle avec une table ronde ou ovale, de l'eau et votre pleine, des post-it et votre pleine présence. Et en fait, je pense que le fait que j'avais pas nécessairement le cadre, j'ai inventé, enfin inventé, non, je suis arrivé avec une autre manière de faire les choses. Mm. Une manière, on était dans la co-création et ils étaient tellement impliqués. J'ai vu leurs yeux qui pétillaient comme des enfants qui s'amusent de nouveau. Et avec le recul, je me dis, oui, ce sont des personnes qui, d'habitude, sont juste là en train de dire ce qu'il faut faire, qui sont dans des réunions, puis réunions, puis réunions. Et là, ils étaient dans l'action, ils étaient comme des enfants à jouer, etc. Et donc, on a remporté les projets. Alors, c'était des gros projets. On en a remporté 2 et après, on a fait pas mal d'autres choses avec Dior, entre autres. Mais c'était génial de voir que cette créativité, elle pouvait être mise au service de quelque chose d'autre et que vu que je n'étais pas pollué par une manière de faire, mais ça peut paraître bizarre aussi, mais par exemple, j'ai mis des années à savoir que ce que je faisais, dans une certaine mesure, ça portait certains noms, du brand content, du marketing digital. Pour moi, j'étais juste dedans, en fait, je faisais les choses et je n'allais pas chercher les termes ailleurs. Et il faut dire aussi que quand j'ai commencé, Internet était assez balbutiement. Donc, on n'avait pas toutes les infos qu'on a aujourd'hui et on n'avait pas toutes les formations, tous les bouquins, etc. Donc, il y avait vraiment, je pense, une insouciance en fait qui était là, qui fait que j'allais faire des choses qui étaient globalement assez audacieuses en fait. Et il y a même des fois des gens qui m'ont dit, je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir un rendez-vous avec moi. En général, quand j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, c'est uniquement parce que je vais acheter son entreprise et je ne vais pas acheter la vôtre. Donc, vous avez dû être très persuasif. Et en fait, j'en sais rien. Je sais juste que j'étais passionné et que les gens, ils captaient mon énergie. Ouais. Et c'est intéressant parce que tu parles aussi de cette notion de, toi, de faire, de faire avec tes propres règles du jeu quelque part. Enfin, c'est mes mots, mais c'est ça qui me vient quelque part dans ces boîtes-là, quelque part, il y avait des codes, mais tu étais ignorant ou insouciant des codes, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est ça qui créait le côté disruptif finalement. Donc, pour eux, donc tu sortais de la convention finalement. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu sortais de la convention et au début, tu disais, tu vois, que tu avais toujours été, ben, quelqu'un qui s'adapte, beaucoup et qui veut du coup, ben, j'imagine, plaire ou en tout cas essayer de rentrer dans le rang, faire partie du groupe et cetera. Comment tu vois ce switch? Parce que c'est un peu comme ouais, c'est ça, comme l'opposé ou le négatif, mais pas dans le Ouais, sens le négatif photo, je veux dire, hein, pas le négatif ouais. positif, mais de Il l'un y et a, de l'autre, quoi. il y a eu 2 moments charnières. Il y a eu vraiment cet incendie où Oui. j'ai frôlé la mort et là, je me suis dit plus jamais. Alors, quand je me suis dit plus jamais, dans ce plus jamais, il y avait plus jamais les regrets. Mmh. Depuis ce moment-là, il y a rien que j'ai regretté, si ce n'est une chose, mais on va dire en pointillé, c'est
mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Je pense que j'aurais commencé à me faire accompagner beaucoup plus tôt. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Le coaching n'était pas développé à l'époque, encore une Oui, fois, il faut se remettre dans le contexte. ça, Voilà, j'ai c'est pas commencé à la norme entreprendre en comme maintenant. 2001. Voilà, c'était pas comme maintenant. À un moment, j'ai cherché des mentors, des personnes dont j'admirais la réussite. Je leur ai envoyé des messages. Donc voilà, j'admire ce que vous avez fait, etc. Est-ce que vous pourriez me prendre sous votre aile dans le sens, comme un mentor, je vous paye et tout ça, mais j'ai jamais eu de réponse et je pense que c'était pas quelque chose de commun. C'est un état d'esprit quand même plutôt à l'américaine, Mm. cette notion de mentorat. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui mentorent des personnes gratuitement. C'est-à-dire, ils ont la fierté de dire j'ai aidé cette personne, je crois dans son potentiel et j'ai aidé cette personne à grandir et évoluer. Donc, c'est pas, ça se développe en France, mais à l'époque, c'était pas là. Donc, c'est le seul micro-regret que je puisse avoir. Maintenant, 2000, je me suis dit plus aucun regret à partir du moment où j'ai eu cet incendie, parce que j'étais quelqu'un qui vivait beaucoup dans sa tête aussi. J'étais vraiment, vraiment dans mon mental. Ça a marqué une rupture, c'est-à-dire que j'ai été beaucoup plus dans mon intuition, écouté beaucoup plus mon intuition, mon instinct à partir de ce moment-là. Pas toutes mes émotions, mais au moins mon instinct et mon intuition à ce moment-là. Donc, ça a été déjà une première étape de suivre mon intuition. Et ce côté aussi, allez, on y va, au pire, tu te plantes. Et alors? Et il y a eu un deuxième grand moment, c'est 2004, où je suis allé vivre aux États-Unis. Et quand je suis allé vivre aux États-Unis, vraiment, on m'a fait une confiance que je n'avais jamais, jamais ressentie ailleurs. J'arrive dans une boîte, j'avais un anglais scolaire. Très rapidement, on me met face à Microsoft euh, pardon, pour présenter des projets qui, moi, me prenaient au trip parce qu'à l'époque, je jouais quand même un peu aux jeux vidéo, etc. Donc, on travaillait sur la Xbox 360 qui allait sortir. J'étais Mhm. chez Astro Studio, une agence de design qui faisait le design de la Xbox. Il y avait ça et on avait un autre projet encore avec Microsoft. Et du coup, ils me laissaient aller présenter les projets devant voilà, des personnes hyper haut placées. Et déjà, ce degré de confiance, je me suis dit, waouh. Et le fait surtout que je suis parti à San Francisco après une rupture amoureuse, et le fait de pouvoir me retrouver dans un endroit où personne ne me connaît, où Mm. en fait, je n'avais plus à maintenir une identité, j'ai pu complètement me réinventer. C'est-à-dire que je suis devenu beaucoup plus extraverti que je ne l'étais. Et je pense que ça, c'était ma vraie nature. J'osais faire des choses que jamais j'aurais osé faire auparavant. Et quand je suis revenu en France, je suis revenu avec cette énergie. Et pour te dire, cette énergie, même pour certaines personnes, c'était un peu too much. Et j'ai dû à un moment même baisser un peu le volume. C'est-à-dire que pour moi, j'étais voilà, à San Francisco, t'es un peu dans la norme, quoi. Quand tu as des grands projets, quand tu as beaucoup de passion. Et puis, il y a beaucoup ils font beaucoup d'hyperbole. Les Ouais, Américains, il y ils a mettent beaucoup d'emphase. beaucoup d'emphase. C'est, en France, c'est très mal vu. Mm. C'est très, très mal vu. Tout à l'heure, alors avant de démarrer, tu disais pour se raconter et pas se la raconter. Mais en fait, aux États-Unis, même te la raconter, c'est normal. C'est-à-dire que ça montre une certaine fierté. La Yes. fierté de je sais ce que je fais, je sais que c'est génial, je sais que je suis génial et j'ai pas honte de le dire. Donc voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Moi, je suis d'accord avec moi-même et ça me va. Et j'ai aimé cet état d'esprit un peu plus bold, comme on dit en anglais. Mm. Et je suis venu avec ça, mais toujours avec mon humilité. Et je me suis rendu compte que ça pouvait être un peu too much pour des personnes ici, mais malgré tout, ça m'a mis dans un autre état d'esprit. L'état d'esprit où c'est pas réellement le tout est possible, mais où si tu veux quelque chose, t'y vas, mais t'y vas avec de l'énergie. Ça, c'est vraiment quelque chose que… Donc oui, ça m'a permis de ne plus rentrer dans les cases. Sachant que euh, ils avaient vu beaucoup de monde dans cette agence, et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'y suis retourné il y a 3 ans, les voir. Le boss de l'agence m'a dit, t'es l'une des personnes qui m'a le plus marqué. Ça faisait, je sais pas, peut-être euh, beaucoup d'années, que c'était 2004, donc bon, allez, 16 ans ou 17 ans après que je suis allé les voir. Et il m'a dit, tu es l'une des personnes qui m'a le plus marqué. Pourquoi? C'est parce que en fait, j'étais pleinement moi-même, mais vraiment dans toutes mes dimensions, dans toutes mes facettes.
Et pour eux, je représentais un peu la mascotte, en fait. Tu vois, le mec qui s'habille à fond. Moi, j'ai plein de couleurs, plein de trucs, donc j'étais à fond. Je faisais plein de choses. Je créais des projets au sein de leur entreprise. Euh, Franchement, j'étais pour le coup un peu l'employé idéal, quoi. Le mec qui crée des projets, qui se donne à fond, etc. Mm. Et ça m'a vraiment appris à être à fond, à être pleinement moi-même et à être accueilli pour ça. J'avais plus, ça m'a fait vivre l'expérience, même si je pouvais le comprendre intellectuellement, mais ça m'a fait vivre l'expérience que en étant pleinement moi-même, j'étais vraiment aimé des personnes et j'avais plus besoin d'essayer de plaire ou quoi que ce soit. Donc, j'ai abandonné l'idée de vouloir plaire, je pense, dans cette période-là, parce que ça m'a réconcilié en fait avec qui j'étais vraiment. Et est-ce que, parce que ça me fait penser du coup à cette phase aussi où tu parlais de vie, où tu sais, tu mentionnais que tu avais été dans cette école qui était ouverte 24 heures sur 24, où tu croises que des gens passionnés, hyper intéressants, et où tu disais, ben, j'avais l'impression d'être, euh, les mots que tu as utilisés, c'est d'avoir retrouvé d'avoir trouvé une famille, comme tu Ouais. disais, que tu avais toujours eu l'impression que tu n'étais pas tout à fait à ta place, et que là, tu avais le sentiment d'être, même si c'était pas l'école dont tu avais toujours rêvé au sens, au départ, que tu dis non à la grande école pour aller dans cette école-là qui est tout aussi bonne, j'en suis sûre, qui te permettait justement de connecter avec ça. Est-ce que c'est, ou là, c'était quelque part aussi déjà pleinement toi-même, mais peut-être pas, tu pas touché ou à intégrer, on va dire, à la même hauteur, du coup, ce que tu as intégré aux États-Unis, où tu es aimé, apprécié pour être pleinement toi-même, ou tu vois une Alors, différence? il y a plusieurs choses et pour apporter un peu plus de Ouais. précision, c'est-à-dire que quand je suis, euh, si tu veux, quand je suis allé dans cette école, Mmh. par rapport à l'autre école où je voulais aller, l'autre école, c'est celle que je voulais aller dans le mental. Cette école, c'est exactement celle qu'il me fallait, mais dans le cœur, en fait. C'est l'endroit qu'il me fallait. Et honnêtement, très honnêtement, j'ai réalisé même pas des mois, mais des années après qu'elle était considérée comme l'une des meilleures écoles d'Europe en design, etc. Pour te dire, j'y suis vraiment rentré parce que c'est Mmh. une prof qui a vu en moi quelque chose que moi je ne voyais pas. Elle m'a dit, Can, je pense que tu devrais faire le concours de l'ENSI, ça s'appelle l'ENSI les ateliers. Tu devrais faire le concours de l'ENSI. Je pense que ça te correspondrait bien. Elle a vu ce côté atypique et donc du coup, elle m'a recommandé cette école. Donc, c'était plus réussir à se connecter à ce qui est bon pour moi et pas juste à ce qui représente peut-être une forme de réussite ou autre. Et je sais que j'aurais été très malheureux dans l'autre école parisienne où il y avait beaucoup de paraître, beaucoup de faux semblants, où si tu n'as pas les cheveux décolorés, tu n'es pas un artiste, si tu n'écoutes pas cette musique-là, tu n'es pas trop dans les rangs, etc. Il y avait quand même des codes presque imposés d'une certaine manière. C'est ça. OK. Et, et en fait, dans cette école-là, je l'ai touché dans une certaine mesure, le fait de pouvoir être moi-même, Mmh. mais le fait d'être, je dirais, dans une certaine mesure hors sol, j'étais plus dans mon pays, j'étais plus dans la même langue, et je crois vraiment que quand tu parles dans une autre langue, tu te redécouvres parce que Ouais. tu as un autre vocabulaire, tu vas toucher peut-être d'autres choses. D'ailleurs, c'est super intéressant parce que je parlais pas de spiritualité en France et en français, et quand je suis revenu en France, je cherchais mes mots parce que là-bas, j'ai touché aussi à ça, à plus de spiritualité, et je parlais de spiritualité avec des personnes en anglais. Donc, j'ai touché aussi à autre chose en moi en ayant accès, même par le langage, en fait, à quelque chose de différent. Ouais, ouais, les langues permettent, oui, comme enfin, le cerveau fonctionne plus de la même manière Non. quand on change de langue, donc ça me parle assez bien. Et je voudrais revenir du coup, quelle est la différence que tu fais? Parce que tu as mentionné ça à plusieurs reprises, cette notion, tu sais, bon, tu as parlé du mental, du cœur, et puis tu as parlé aussi de cette notion d'instinct et d'intuition. Quelle est la différence que toi tu fais? Quand est-ce que tu as suivi ton instinct? Quand est-ce que tu vois un exemple de quand tu as suivi ton instinct et c'est pas de l'intuition, tu vois? C'est quoi le distinguo que tu fais, et Ouais. comment Euh, pour moi, dans l'instinct, il y a quelque chose de connu. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as vu des schémas, même s'ils sont inconscients et que tu les connais, d'instinct, tu vas réussir à y aller. Il y a quelque chose de plus, de plus matériel, on va dire. Voilà. Donc, ça peut être lié à une forme d'habitude, ça peut être lié à des schémas inconscients que tu as identifiés qui te permettent d'instinct d'y aller. Les entrepreneurs ont beaucoup d'instinct
parce que inconsciemment, ils voient tellement de schémas, ils modélisent tellement les choses qu'ils vont vraiment très inconsciemment, juste parfois en scrollant, en regardant des trucs, en regardant quelques articles, il y a une partie qui, en trame de fond, est en train de se dire le marché change, il y a ça, il y a ça. Et à un moment, ils disent ouais, je sais pas, je sens qu'il faut faire ça, mais c'est comme une espèce de synthèse. Donc, pour moi, l'instinct, il y a quelque chose de très, très matériel, très concret, très pragmatique. C'est plutôt lié avec le fonctionnement plus du subconscient ou de l'inconscient. Et pour moi, dans l'intuition, il y a quelque chose de beaucoup plus énergétique. C'est-à-dire que c'est comme si je ressens un appel, je ressens quelque chose qui ne vient pas du tout du mental, il n'y a aucune raison logique, il n'y a pas nécessairement de passif, mais là, c'est comme si, pour moi, l'intuition, c'est un peu le GPS de l'âme, quoi. Tu vois, c'est de me dire, bah, en fait, mon âme, elle a capté quelque chose que moi, je n'ai pas capté. Et donc, je vais pouvoir y aller. Et il y a probablement quelque chose qui m'attend là-bas. Et après, tu vois, pour moi, il y a même un autre niveau au-delà de ça. C'est quand tu sais. Mais quand je dis quand tu sais, c'est au-delà de ça, c'est comme une fulgurance. Hmm. C'est même plus de l'intuition, c'est dans tout ton être, tu sais. Et ça, pour moi, c'est encore plus puissant que l'intuition. Là, on est dans quelque chose c'est presque une connexion au divin, quoi. C'est genre, je sais. Voilà. Donc, du coup, enfin, donc il y a l'instinct qui serait plus quelque chose, ouais, comme une sorte de connaissance acquise de plein de choses du passé qu'on va pouvoir synthétiser et de se dire, du coup, ouais, je suis mon instinct parce que, en fait, j'ai compris les structures profondes de ce qui se joue à ce moment-là, mais pas forcément de manière. Mais ça reste quand même quelque chose que, comme tu disais, avec un passif, finalement, une sorte de. Ok, je vais à l'instinct, ce serait plus instinctivement, je sens que le marché est en train de changer. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vécu ou je l'ai Il y a déjà quelque chose de presque ressenti. animal. Mais Ouais. parce que dans l'instinct, il y a quelque chose de presque animal. Tu vois, Mhm. je vais te parler de cet incendie. Quand il y a eu l'incendie, euh, donc on s'est éloigné de l'appartement et puis il y a une voisine, bon, moi j'avais 18 ans, mais ma sœur en avait 15, mon petit frère il en avait peut-être 10 ou quelque chose comme ça, 11, 12. Et donc on est allé chez une voisine, mais on était de l'autre côté de la rue, on attendait en fait que les pompiers arrivent, etc. Et à un moment, ma mère, elle a paniqué, elle a sauté de la fenêtre. Elle a sauté, mais elle n'a pas sauté. C'est pas une Yamakasi, tu vois. C'est pas comme nous, on était jeunes, on sautait, on faisait des trucs. Donc, elle s'est jetée sur le côté. Et quand elle s'est jetée sur le côté, cassé la jambe, etc. Ouais, Donc, voilà. mauvaise Et chute. quand je l'ai vue sauter de l'appartement, là, c'était de l'instinct. Je n'ai réfléchi à rien. Alors, ça, c'est très perturbant. Mes jambes se sont mises à courir toutes seules. Mais quand je te dis toutes seules, c'est vraiment toutes seules. Il y a un cri guttural qui est sorti de ma gorge, animal. C'est vraiment l'instinct. Il y avait quelque chose de très, très animal. Et pour moi, cet instinct, il est vraiment lié au corps, à quelque chose de très physique, de qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as perçu, etc. Pour moi, ça touche à tous nos sens, toutes nos perceptions. Donc, c'est pour ça que pour moi, l'instinct, il y a quelque chose de très physique. L'intuition, il y a quelque chose, pour moi, l'intuition n'a rien à voir avec le physique. C'est quelque chose qui va au-delà Mm. du physique. Et c'est pour ça que je parlais de quelque chose de plutôt énergétique, en fait. Mm. Ok, ouais. Et l'intuition, enfin, c'est intéressant parce que du coup, il y a quand même, dans les deux cas, l'intuition et j'ai envie de dire plutôt, et l'instinct, dans les deux cas, court-circuite le mental. Tu vois, quand tu es dans l'instinct, tu n'es pas en train de te dire, bon, là, ce qui serait bien, c'est que je cours pour. Non, c'est comme quand il y a un accident de voiture, qu'on dit qu'il y a des personnes qui d'un coup, pour sauver les personnes qui leur sont chères, bah, vont être capables d'exploser la portière avec leurs mains, alors qu'ils n'ont jamais fait de sport ou quoi que ce soit. Donc, un truc vraiment primal ou, comme tu dis, ou animal. Donc, pour l'instant. Et l'intuition, là, on est plus sur quelque chose, tu parlais de GPS de l'âme, plus d'énergétique. Du coup, est-ce que, du coup, c'est quelque chose de plus émotionnel ou, enfin, tu vois, quand tu as quand même un ressenti, donc ça reste quand même physique ou non, tu fais vraiment le distinguo entre les deux? Ou tu te dis, non, il y a un élément. Pour moi, l'intuition, il peut y avoir une interface. Là, je vais parler d'interface.
chacun va ressentir une intuition d'une manière différente. Et je pense que le corps est l'interface. En tout cas, de mon point de vue, c'est comme si il y a quelque chose qui est perçu au-delà des sens, vraiment au-delà des sens. Et le corps peut devenir une interface pour transformer cette intuition en quelque chose dont tu peux te saisir. Pour des personnes, ça va se manifester par une sensation corporelle. Je sais pas, je sens que là, c'est une intuition, mais je sens que là, c'est pas fait pour moi. Je me sens un peu contracté. Je sens que il y a des gens qui vont dire, je sens qu'au niveau du plexus solaire, ça se contracte, etc. Donc, c'est quand même le point central des émotions, Le le plexus solaire. plexus. Donc, du coup, oui, c'est normal que tu puisses ressentir des choses à ce niveau-là. Et pour moi, c'est pour ça que je parle d'interface. Notre corps va servir d'interface. Mais je pense que l'information Elle vient d'ailleurs, de quoi. l'ordre de l'intuition vient d'ailleurs et le corps est une interface. Et Ça, pour moi, c'est un peu comme si le mental, c'est une voiture, l'instinct, c'est un avion, l'intuition, c'est la fusée. Et après, tu peux avoir vraiment des fulgurances. Et là, c'est comme si je te disais, ben, maintenant, on va faire comment on appelle, une téléportation, quoi. C'est un accès immédiat. instantané, ouais, c'est ça. Et ça peut être très perturbant parce que moi, j'avais des savoirs, des choses, vous pouvez dire je sais, enfant, que je n'avais jamais lu. C'était très perturbant. J'étais le genre d'enfant qui posait la question à mes parents, pourquoi est-ce qu'on est tous connectés? Je n'avais lu ça nulle part. Mes parents, ils parlaient pas de ça. C'est pas un truc auquel ils étaient connectés. Et c'était. Alors après, tu le découvres, tu lis des livres sur des sagesses plus ancestrales, etc., où on te dit ça, ou plus universelles. Mais ça, c'était quelque chose, je peux dire que je le savais. Je n'ai pas posé la question, est-ce que, pourquoi? C'est ça. Donc, C'était comme une évidence déjà et c'était juste: «Mais pourquoi en fait c'est comme ça?» Ouais, c'est ça. Comment ça fonctionne quoi, presque. et ça, beaucoup de personnes, bon après, là, je ne vais pas rentrer dans des trucs non plus trop ésotériques, mais beaucoup de personnes qui ont ouvert leurs capacités extrasensorielles, spirituelles, énergétiques, etc., ont expérimenté ça aussi, c'est-à-dire, par exemple, acheter des livres et lire des pages et dire, mais en fait, je n'apprends rien. Je ne sais pas d'où je le sais, mais je le sais. C'est une évidence. J'ai l'impression de rien apprendre. Après, moi, j'ai fait des expériences de régression en hypnose, etc., où, alors on y croit ou pas, moi, c'est quelque chose dans lequel, alors je ne vais pas dire que j'y crois, je vais juste dire que je l'ai expérimenté. Euh, et que personne ne vienne me dire que c'est faux, puisque c'est mon expérience subjective. Et pour moi, toute expérience subjective est vraie, selon le point de vue de la personne qui la vit. Et j'ai vécu des expériences de vie, je ne vais même pas dire antérieure, parce que en fait, quand on dit vie antérieure, on présuppose qu'elles se sont passées avant. Quand tu comprends que le temps même n'existe pas vraiment, elles ne sont pas intérieures, elles sont simultanées, mais sur d'autres échelles. Voilà. Il y a le temps horizontal qui passe minute après Et minute. puis il y a la lasagne. Et voilà, il y a le temps vertical qui est tout en même temps, mais sur une autre échelle de conscience, sur une autre vibration. Et donc, alors là, on a peut-être perdu trois quarts des gens qui écoutent, ou Ou pas, pas. au contraire, ils sont Ou accrochés. pas. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que alors là, je vais faire juste une toute petite digression. J'ai eu un échange avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit, moi, je n'y croyais pas trop à ces trucs-là, au human design, etc., parce que je suis pragmatique. Ben, moi, ce que je dis, c'est parce que je suis pragmatique que je vais expérimenter. Je ne me satisfais pas de quelqu'un qui dit, ah, mais tu sais, il y a des vies antérieures qui existent, etc. Je suis un peu, alors, attention, loin de moi l'idée de me comparer à Nikola Tesla, mais ce que j'aime chez Nikola Tesla, c'est que c'est quelqu'un qui ne se satisfaisait pas d'appliquer une équation. Il voulait absolument prouver que l'équation fonctionnait avant de l'utiliser. Donc, alors, il perdait un petit peu de temps, mais par contre, il était sûr que tout ce qu'il utilisait fonctionnait. Et moi, j'ai un peu cette approche aussi, c'est-à-dire que je suis très pragmatique. J'ai besoin de faire l'expérience des choses pour pouvoir dire, OK, je l'ai expérimenté et maintenant j'y crois. Donc, je ne vais pas répéter. C'est pour ça que quand je parle, très souvent, on me dit, ah, mais Can, ce dont tu parles, ce sont des connaissances universelles, des sagesses universelles. En fait, j'en sais rien. Je sais juste qu'il y a des choses que j'ai expérimentées et ce dont je parle, à 99%, c'est de mon expérience. Parfois, et je le dis toujours avant par honnêteté intellectuelle en disant, OK, j'ai lu ça, il paraît que, mais sinon, je ne parle que de mon expérience.
C'est pour ça que tu ne vas pas m'entendre parler, même quand je parle de spirituel, de trucs, oui, mais attends, le rayon sacré, de l'archange, du truc, du machin, parce que j'en sais rien en fait de tout ça. Je sais juste que j'ai expérimenté quelque chose. Je peux décrire les ressentis que j'ai eus, je peux décrire ce que j'ai perçu, je peux décrire ce que j'ai vu, je peux décrire ce que j'ai peut-être entendu, mais je ne vais pas l'associer à dire oui, ça c'est 5D, ça c'est 3D, ça c'est 6D, ça c'est 12D. Tout ça, j'en sais rien. Pour moi, c'est même contre-productif parce que ça transforme la spiritualité qui est censée être une expérience terrestre, divine, on va dire sur toutes les échelles de la verticalité. C'est censé être une expérience et on transforme ça en un produit, en un nouveau sous-produit du mental. De dire oui, mais si tu ne comprends pas que tu es dans la 5D ou pas dans la 3D ou truc, c'est que tu n'es pas vraiment spirituel. Tu vas à On nouveau s'en fout, remettre, ça. tu veux remettre à Exactement. nouveau tu veux remettre des catégories là où en fait il y avait juste une expérience à la base, Il y quoi. a ça et aussi un autre gros travers. C'est pour ça que j'ai dit voilà, je fais une digression, une longue digression, mais en même temps, ça ramène sur le sujet. Et un autre gros travers, c'est de vouloir tout justifier par la science. Pour moi, la science, c'est un regard. Et la science nous apporte énormément de choses. Mais il y a énormément de choses que la science aujourd'hui ne sait pas, ne sait pas exprimer. Donc, OK, pour moi, c'est OK. Les deux peuvent coexister. Je pense que la science est très intéressante, très utile. Et je pense aussi que nos perceptions sont notre première interface pour vivre le monde et que notre expérience est aussi plein de richesses. Donc, quelqu'un qui va dire « je ressens ça, je vois ça, etc. » OK, si tu le ressens, si tu le vois, je ne vois pas pourquoi je ne te croirais pas et je ne vois pas pourquoi on chercherait à tout expliquer par la science. Et du coup, ça donne beaucoup de travers. Des gens qui auront des pratiques, je dirais, ésotériques, pures, et qui vont vouloir justifier ça par la science en te disant oui, mais là, j'utilise le tachyon, qui est une particule invisible qui va plus vite que la vitesse de la lumière, et c'est ça qui crée les transformations dans l'humain, tout ça. Et pour moi, ça devient ridicule. Alors là, je porte un jugement, mais pour moi, ça devient ridicule parce qu'elles essayent de transformer quelque chose qui est plus une croyance ésotérique et une pratique ésotérique ou énergétique en quelque chose de scientifique. Et quand des personnes vraiment scientifiques arrivent et disent « mais qu'est-ce que vous racontez? Mais le tachyon, ce n'est pas ça du tout. » Ou le quantique, ce n'est pas ça du tout. Arrêtez de dire n'importe quoi, vous discréditez. Ben, en fait, on rentre dans une espèce de combat qu'on ne peut pas gagner, quand on est quelqu'un de spirituel. La spiritualité, elle s'expérimente. Tu peux dire aux personnes, voilà, je vais vous donner une image qui va vous expliquer globalement ce que vous allez vivre, mais ce que vous allez vivre, c'est une expérience spirituelle, de vous laisser emporter et de ne pas essayer de mettre des tartines de science là où, en fait, la science n'explique rien de tout ça. Donc moi, c'est un peu les dérives que je vois et ça nous emmène de nouveau sur ce côté mental et intuition. Et d'ailleurs, c'est historique. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a eu la séparation entre l'État et l'Église, l'État s'est dit, et puis du coup, l'État, mais pas que l'État, à un moment, il y a eu la science qui s'est dit, OK, nous, on va s'approprier la matière et vous pouvez garder l'esprit. Le Donc, monde visible et l'invisible. Allez, hop. exactement. Donc, on a commencé à séparer alors qu'il n'y avait pas vraiment de séparation. Et d'ailleurs, Ouais. c'est très intéressant. Tu te rends compte que les plus grands scientifiques, comme Stephen Hawking, par exemple, arrivent à des moments sur des choses tellement pointues qu'ils se disent, mais en fait, ça ne peut pas s'expliquer sauf par la présence d'une intelligence C'est ça. supérieure. Il ne va pas dire Dieu, mais il va dire d'une intelligence supérieure qui régit par des lois, Il y a une organisation qui nous une dépasse. organisation, Ouais, c'est une ça. matrice, Ouais. des fonctionnements fractals, etc. Donc, c'est super intéressant de voir que quand ils vont très, 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 très loin, justement, dans la science, ils arrivent aux mêmes conclusions que sur des approches qui sont parties dans une autre direction. Et parce qu'il y a eu cette scission entre l'esprit et la matière, on ne fait plus le lien entre les deux. C'est soit l'esprit, soit la matière. Et pour moi, il y a vraiment les deux. Ce n'est pas soit c'est scientifique, soit c'est ésotérique. Il y a des expériences spirituelles, ésotériques, et il y a des choses qui s'expliquent par le scientifique. Tout ne s'explique pas. Et je pense qu'il ne faut pas chercher à tout expliquer, sinon tu désacralises les choses, sinon tu perds l'essence des choses. C'est comme si c'est comme si je te demande pourquoi tu aimes tes enfants. Moi, je pense que si on commence à répondre à cette question, c'est qu'on n'est plus dans l'amour. Ouais, ça devient compliqué, ouais. Parce que là, du coup, on va rationaliser le pourquoi du comment. Est-ce Mais que, tu vas dire quoi? Bah, euh, j'aime mon enfant parce qu'il a un sourire truc, parce que en fait, je sens qu'il m'aime et je me sens importante, parce que non, ça n'a pas de sens. Tu aimes tes enfants, ouais, c'est ça. point.
C'est juste parce que tu fais l'expérience de l'amour quand tu es avec cet être. Point. C'est tout. Il ne faut pas chercher à l'expliquer. Si tu commences à l'expliquer, tu ruines l'expérience. Et Ça c'est là perd. où, pour moi, il Mm. y a, ouais, on a ces deux côtés. Il y a le côté expérimenter les choses, le côté pouvoir les expliquer. Et je pense qu'il y a du bon dans les deux. Il ne faut juste pas essayer de prendre l'un pour l'autre, de ne pas prendre des expériences spirituelles, ésotériques pour de la science. Et puis laisser la science aussi. Il y a une part de mystère aussi dans la science. Il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas encore. Quand on disait qu'il y avait Qui l'ADN vont être poubelle, découvrir plus tard ou qui ouais, vont même être complètement en revue parce que même ce qu'on voit souvent dans la science, hein, c'est cette notion même il y a des théories qui, des années plus tard, sont complètement démontées en disant bah, en fait, non, ça ne tient pas la route, bah, cette hypothèse-là, parce que c'est ça, la science, c'est faire des hypothèses, essayer de les valider. Et par la suite, on les invalide et on se dit, ah ben non, finalement, l'hypothèse n'est pas tout à fait. Mais ça peut prendre il y a des toujours des années, biais. des siècles. Il y a toujours des biais. Il y a toujours des biais En et plus. l'humain est biaisé. Donc, Mm. en général, tu trouves ce que tu cherches. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes au début par exemple, de la physique quantique, des personnes comme Max Planck qui, justement, sont allées jusqu'à ce qu'on appelle l'échelle de Planck, c'est vraiment l'infiniment, infiniment petit, mais ils se rendent compte que la matière, elle réagit plus vraiment comme elle réagit à une échelle plus grande et que on va dire que le début de la physique quantique a remis en cause et en question toute la physique. On pensait que tout fonctionnait de la même manière. Maintenant, on voit que dans l'infiniment petit, ça fonctionne plus du tout comme dans l'infiniment grand et on n'est plus dans les mêmes règles. Donc, ça a remis en cause des choses et il y a peut-être plein d'autres choses qu'on va encore redécouvrir, Remettre, ouais. remettre en question. Ouais. Et pour moi, c'est ça aussi qui fait partie de la magie. Donc, je trouve qu'en tant qu'humain, on devrait avoir plus de curiosité que de certitude, plus d'expérimentation que de certitude. Et c'est aussi ça qui me fait bouger aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plus dans l'expérimentation, faire l'expérience des choses, plutôt que d'essayer d'être dans la certitude. Et ça me donne une grande humilité, en fait. Mm. Et beh, justement, avec tout ce vécu, en plus, ça résonne assez bien avec le propos du podcast où justement, je veux que ça parte d'un endroit qui a été vécu et pas de la théorie. Enfin, c'est pas des concepts, c'est vraiment. Et par rapport à ton histoire et pour les auditeurs, quels seraient enfin, tu as dit plusieurs choses, hein, mais si jamais ça n'a pas encore été dit, mais les éléments, tu disais, bah voilà, ne pas avoir de regrets, de pouvoir être pleinement soi-même. Il y avait vraiment cette notion aussi de pouvoir développer son instinct et son intuition. Et est-ce qu'il y a d'autres apprentissages de sagesse que tu aurais envie de transmettre par rapport à ton vécu et que voilà, pour nos auditeurs, des pépites, toi tu aimes tant les pépites, bah, vas-y, Alors, livre-moi alors des là, pépites. puisque tu me titilles, là, on va aller dans du deep, 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 deep. C'est C'est non, cadeau. très clairement, et encore une fois, parce que j'en ai fait l'expérience, Hmm. c'est de notre divinité. Et l'avoir compris, ça a fait de moi un meilleur entrepreneur, un meilleur humain avec plus d'empathie, plus d'amour de moi et des autres. Et quand je parle de divinité, c'est que ça, c'est un concept. Là, je parle d'un concept. On dit que le tout est dans la partie dans le tout. Et ça peut être un concept jusqu'à ce que tu l'expérimentes. L'expérimentation que j'ai fait, donc c'était. Alors, moi, j'ai vécu des moments comme ça de transcendance par la danse, mais je dirais même de transe, en fait, par la danse, où danser, danser, danser. Et puis, je suis vraiment pris d'une transe. Je précise, sans consommation de quoi que ce soit, hein, juste être pleinement dans le mouvement où d'un coup, et ça m'est arrivé avec la lecture aussi, où d'un coup, l'environnement disparaît. Mais vraiment, c'est-à-dire que je n'entends plus rien, je ne vois plus rien, je suis juste. Il y en a qui parlent du point zéro. C'est comme si tu n'es plus. Tu n'es plus. Il n'y a plus rien, tout disparaît. Et ce sont des choses qui sont arrivées vraiment par hasard. Ça ne m'a pas perturbé, mais je me suis juste dit, waouh, c'est une expérience étrange. Et je l'ai juste vécu comme ça, jusqu'au jour où je découvre le travail de Joe Dispenza. Donc, je suis allé au Canada. On était enfin, voilà, non, j'étais du côté américain. Je suis arrivé au Canada, mais alors, non, c'était du côté canadien, pardon, parce qu'il y a deux côtés aux chutes du Niagara. Et j'étais du côté. Voilà. Donc, et ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu,
C'était juste dingue. C'est par le biais de la méditation de pouvoir… alors, on parle des différents états. Voilà, il y a l'état bêta, Ouais, alpha, theta, theta, alpha, tout tout ça. ça. Voilà. Et donc, de vivre, d'être dans un état où, en fait, tu ne fais plus l'expérience de ta corporalité. Et surtout, bon, il y avait des journées de méditation, 7 heures de méditation, etc. Et en fait, c'est comme si au bout d'un moment, tu sens plus les crampes, tu sens plus les fourmis, tu sens Mm. plus ton corps, tu n'as plus tes pensées, tu n'as plus ton identité. Et j'ai vraiment fait l'expérience d'une désidentification complète. Je n'étais plus Cannes, je n'étais plus papa, je n'étais plus rien. J'étais tout simplement. Mm. Il y a des personnes qui parlent du point zéro. C'est comme si tu es au point absolu, zéro, zéro absolu. Et donc, plus rien, plus de son, plus d'image, plus de ressenti, plus rien. Il y a des personnes que ça peut faire flipper en se disant oui, mais est-ce que c'est pas justement l'extrême opposé de notre expérience d'humain, de pouvoir toucher, ressentir, etc. Alors, si je devais vivre tous les jours comme ça, ce serait un peu triste. C'est C'est ça. très triste même. Par contre, l'expérience que j'ai faite, c'est que quand tu es dans cette phase-là, tu te rends compte que toutes tes peurs, toutes les croyances qui t'empêchent d'avancer, tout ton sentiment de ne pas être assez aimé, etc., que ça n'existe plus. Et que tu as cette capacité, à partir de ce point-là, de ensuite recréer ce que tu veux, d'y mettre ce que tu veux, d'y mettre des intentions, d'y mettre des pensées. J'ai manifesté plein de choses comme ça. C'est une pratique que j'ai encore quasiment au quotidien, de pouvoir justement aller dans ce point, dans ce champ des possibles et de pouvoir y poser des intentions aussi. C'est ce que pratiquent des personnes qui utilisent réellement et concrètement et je dirais euh, avec rationalité dans une certaine mesure, les lois de l'attraction. Ceux qui disent juste les lois de l'attraction, c'est tu fermes les yeux et puis tu dis ah je veux ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais quand tu vas à cet endroit-là, c'est comme si justement tu peux déposer des choses fortes, des intentions, etc. et exercer ton pouvoir divin, ton pouvoir de création. Et après, le soutenir dans la matière, mettre en mouvement, en élan pour que les choses se produisent. Et ce qui est génial, et ça je l'ai vécu tellement de fois, tu te retrouves à attirer des personnes, à attirer des situations, à attirer des opportunités qui viennent, mais quand je te dis de nulle part, c'est littéralement nulle part. C'est tellement imprévisible, c'est tellement improbable que ça ne peut pas être écrit. Et c'est pour ça que pour moi, le plus haut degré de création, il peut pas se faire au niveau du mental. Le mental ne va aller que dans le connu. C'est tiens, Mm. j'imagine que je ferai ça, que j'irai dans tel endroit, que je vais rencontrer telle personne, qui va se passer ça. Et là, on est dans quelque chose de très newtonien, tu vois, de Linéaire, l'espace-temps, voilà, ouais, et quand linéaire. C'est même très l'espace-temps, linéaire. c'est Alors que là, on est action, sur des sauts réaction, quantiques. etc. Voilà. Là, on est dans un modèle qui est pour le coup plus quantique où tu peux, c'est plus l'espace-temps, c'est le temps-espace. C'est-à-dire que je peux me déplacer à l'autre bout du monde en une fraction de seconde par la pensée. Je peux attirer des événements dans ma vie en une fraction de seconde par la pensée. Mm. Et quand je te dis que c'est magique, voilà, ça, je pourrais en parler des heures de tout ce que j'ai manifesté dans Et ma vie. du coup, qu'est-ce que tu recommanderais, par exemple, aux personnes, du coup, enfin, avec ce que tu nous partages, ce serait d'inviter les personnes qui écoutent, de proposer aux personnes qui nous écoutent d'avoir des pratiques qui leur permettent de toucher ces états-là, ces états de conscience modifiés pour pouvoir manifester plus dans leur vie ou poser des intentions ou Moi, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux, en fait. Et je suis aussi respectueux de là où en est chacun. Mhm. Tu m'aurais dit je sais pas, il y a quelques années encore, voilà, tu vas t'asseoir, tu vas méditer pendant 7 heures. longtemps ou pendant des heures pour pouvoir manifester des choses dans ta vie. Je t'aurais dit, qu'est-ce que tu as fumé, quoi. Donc, je suis respectueux aussi de là où en est chacun. Pour moi, il y a différentes étapes. Déjà, je pense que la première étape, c'est de changer. Alors, ceux qui ne connaissent pas le Human Design, apprenez, comprenez c'est quoi votre design pour déjà attirer des choses aussi avec votre énergie. Plus vous allez être en énergie haute, moins vous serez dans le labeur, moins vous aurez besoin de faire des efforts pour que les choses se produisent. Déjà, c'est la première chose, Mhm. de comprendre ça, de comprendre comment vous fonctionnez. Ensuite, c'est le pouvoir de la décision, de décider que vous êtes créateur et qu'au final, votre vie, c'est une toile et que chaque décision que vous prenez
chaque intention que vous mettez et qui va se manifester dans la matière, c'est un coup de pinceau que vous mettez sur votre toile et à la fin de votre vie, c'est vous qui avez cette toile, qui la regardez et qui l'appréciez ou pas. Donc, quand on vit par défaut ou par dépit, ce qui se passe, c'est que à la fin de sa vie, on prend du recul, on dit waouh, merde, mais qui a fait ça quoi? Ça me plaît pas. Bah ouais, mais c'est ta vie, mon coco. Et c'est toi qui as mis les coups de pinceau, mais sauf que tu n'étais pas conscient et tu as fait un truc par dépit. Donc, déjà, être intentionnel. Être intentionnel, c'est aussi simple que se lever le matin et de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter aujourd'hui, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, peut-être qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde. Déjà, être intentionnel là-dessus. Ça veut dire que même si tu as un événement qui arrive dans ta vie, tu ne le laisses pas prendre le contrôle de tes émotions et de ta réalité parce que tu as posé une intention et une décision sur ce que tu voulais ressentir. Donc déjà, c'est ce niveau d'intention. Après, on peut aller un cran au-dessus. C'est de s'observer je dirais, en position, ce qu'on appelle en position méta. Ceux pour qui ça ne parle pas, c'est vous vous mettez dans la position de l'observateur, vous observez vos pensées. Observer ces pensées, c'est faire l'expérience justement de quelque part la désidentification. Si je peux observer mes pensées, c'est que je ne suis pas mes pensées. Si vous regardez un poisson, c'est que vous n'êtes pas le poisson. Sinon, vous seriez dans le poisson, vous seriez le poisson. Donc, si je peux observer mes pensées, c'est que je ne suis pas juste mes pensées. Et déjà, rien que par ça, par s'observer comme ça régulièrement, on fait l'expérience en fait, je suis à la fois acteur et réalisateur. Et donc, ça donne ce pouvoir de nouveau de changer le script s'il ne nous plaît pas, de changer la scène si elle ne nous plaît pas, de changer l'acte, de changer le jeu. Et parfois de changer le décor aussi. Donc ça, c'est encore un autre niveau. Après, pour aller à un niveau encore plus élevé, je vous dirais, votre corps a aussi un autre GPS, c'est la joie. Et la joie, pour moi, c'est aussi le GPS du cœur, le GPS de l'âme. Quand vous suivez la joie, quel que soit là où vous allez, si vous suivez la joie, vous allez régaler votre âme. Et vous allez découvrir qui vous êtes juste en suivant la joie. C'est un peu le petit lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Ouais. Voilà. Donc, c'est la joie. Vous suivez cette joie, c'est une boussole. Au début, ça va vous emmener dans des endroits inconnus, incongrus, bizarres. OK, mais suivez, faites confiance à ça et vous allez voir que ça va vous emmener quelque part et que vous allez aimer cet endroit. Il ne correspondrait pas, peut-être pas à l'image que vous vous êtes fait. Moi, là où je vis aujourd'hui, ça ne correspond pas du tout à l'image de ce que je… moi, j'habitais, enfin, on va dire dans mes projections, il y a quelques années, j'habitais à New York. Je vois exactement dans quel quartier de Brooklyn, dans un loft, etc., avec vue sur, voilà, justement, voir de l'autre côté de la rive, voir Manhattan. Aujourd'hui, tu me dis, tiens, tu as ça, mais ça me donne de l'angoisse. Et quand j'ai suivi la joie, je suis allé dans un environnement très naturel, entouré de forêts. Ce n'était pas ma conception des choses, mais c'est juste que c'est là où la joie m'a emmené. Donc, c'est d'aller à ce niveau-là, suivre sa joie, suivre l'intuition. Et après, quand on veut aller dans un autre niveau, c'est commencer à jouer justement avec ces états de conscience modifiés pour pouvoir aller créer à un autre niveau dans l'immatériel. Et c'est comme si je vous disais, là, je vous donne une baguette magique et vous avez la capacité à faire en sorte que les choses aillent beaucoup plus vite sans forcément qu'il y ait un lien logique, de ne pas attendre de passer par B, C, D pour arriver à E. Vous pouvez passer de A à E directement. Et pour aller dans des états de conscience modifiés, il y a plein de manières de faire. On peut passer par l'hypnose, on peut passer par le breathwork, on peut passer par… il y a des personnes qui vont faire des expériences chamaniques, des expériences avec des champignons, voilà, de la méditation, de la visualisation et plein d'autres pratiques qui permettent justement cet état de conscience modifié. Je dirais expérimenter, trouver la pratique qui est saine pour vous, avec laquelle vous êtes OK, que vous pouvez implémenter régulièrement. Et ensuite, juste amusez-vous, quoi, c'est tout. C'est ça. Et OK, donc si je résume les différentes étapes, il y a vraiment cette notion de d'abord comprendre son fonctionnement, c'est un peu la base de la connaissance de soi, quelque part, connaître les bases, Ouais. qui on est ou même au-delà de qui on est, plutôt comment on fonctionne, comme tu disais, à juste titre. Excuse-moi, je donnerais juste une autre. En fait, tu vois, pour moi, c'est tellement intégré que là, j'en ai pas parlé, mais je dirais que pour apprendre à se connaître, c'est pas toujours être dans le plus, plus, plus. C'est aussi parfois enlever. Aller enlever, j'aime plus trop dire ce terme, enlever, nettoyer, etc. Mais parfois, c'est faire la paix aussi. Faire la paix avec son passé, faire la paix avec ses traumas, faire la paix avec des mémoires dont on est dépositaire et qu'on n'a pas choisi, qui sont… Comment ?
pacifié alors, on va Ouais, dire. c'est ça, plutôt C'est ça. pacifié, exactement, plutôt pacifié. Mm. Et une fois qu'on s'est pacifié, en fonction de chacun, il y a des personnes qui ont une enfance difficile, il y a des personnes qui ont des parents qui ont une enfance difficile et qui leur ont transmis, alors il y a tout ce que l'épigénétique, tout ça, mais qui leur ont transmis des manières de faire, de penser, etc., dont ils ou elles ont hérité. Il y a même d'autres choses, si on y croit, d'ordre plutôt même, on va dire, karmique, de Mm. votre karma que vous pouvez porter. Donc il y a toute cette dimension-là de se dire, bon, est-ce que je peux aller faire la paix pour que faire la paix avec votre histoire, connue ou inconnue, c'est aussi, quelque part, pour moi, enlever le frein à main que vous avez dans le véhicule. Vous C'est ça. pourrez toujours avancer, mais vous avancerez beaucoup plus vite et beaucoup plus sereinement si vous allez pacifier tout ça. C'est ça. Donc comprendre son fonctionnement et pacifier notre histoire, enfin, comme ça enlever le frein à main comme tu disais déjà pour commencer, c'est pas mal. Développer son pouvoir de décision et entraîner c'est l'art de l'intention, le devenir intentionnel comme tu disais, au quotidien. Dès le réveil, c'est pas mal pour, démarrer une journée comme il faut. Mm. Enfin pas comme il faut, mais de la meilleure manière qui soit. Et puis, Apprendre à s'observer. excuse-moi, Ouais. et puis aussi parce que c'est le moment où, justement, sans avoir à maîtriser des Mmh. pratiques pour être dans des états de conscience modifiés, on est naturellement dans des états de conscience modifiés juste avant de s'endormir et juste après le réveil. Donc, c'est le moment où on peut le plus C'est le bon profiter créneau, de, c'est de... la fenêtre, de C'est tir ça, idéal, c'est ça, on va dire ça comme exactement. ça. Sans avoir besoin de développer le point 5, donc Mm. on fait déjà un C'est raccourci quoi, ça, quelque c'est part. ça. Le troisième point que tu disais, c'était, développer cette capacité à se mettre en méta ou de s'observer pour faire l'expérience de la désidentification. Donc, dire: «Bah, je suis pas mes pensées, je suis pas mes émotions, je suis pas tout ça, je suis autre chose». Et même, je ne suis pas l'identité que j'ai créée. Et alors, je ne La vais pas rentrer dans le personnalité, détail. ouais. Ouais, je vais pas rentrer dans le détail là-dedans, mais quand je parle de désidentification, c'est qu'on n'est pas notre identité. On est tellement plus que notre identité que Mmh. quand on a compris ça, on peut jouer de manière très flexible avec notre identité. Je pourrais être cette personne timide, introvertie, monter sur scène et être cet extraverti. Et c'est ça le gros problème pour moi quelque part du développement personnel et puis de certaines pratiques ou on va dire des systèmes de profilage type DISC, MBTI, ProcessCom, etc. C'est qu'ils sont très enfermants. Ils vont vous dire, vous êtes comme ça. Par exemple, en MBTI, on va te dire, si tu es INTJ, pardon, si tu es un I, on va te dire, OK, tu es introverti. Tu es introverti. C'est ton identité. Alors que pas vraiment. Tu peux avoir une expression de quelqu'un d'introverti, mais jouer avec cette identité et Mmh. exprimer quelque chose d'autre par le pouvoir de la décision et de jouer avec cette identité. Donc, pour moi, c'est aussi ça, une des problématiques, et d'ailleurs, grosse problématique chez les entrepreneurs, c'est de s'enfermer dans une identité. Tiens, parce que j'ai réussi dans mon business en mettant beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de force, je pense que je suis cette personne forte ou qui doit être forte, qui doit mettre beaucoup d'énergie. Et donc, pour aller au palier supérieur, je vais faire la même chose et je vais me cramer. Ou alors, je n'aurai pas envie d'y aller. Inconsciemment, mon corps va m'empêcher d'y aller parce qu'il a peur que je me crame et en fait, il enlève le À fusible retenir, oui, avant c'est que, ça. avant que ça Ouais, pète. c'est ça, Donc, exact. l'identité peut être un problème. Ça peut être le frein, justement. Et donc, c'est là où on peut aller créer une nouvelle identité pour pouvoir Mais euh, c'est ce que tu disais, que par la désidentification donc c'est en fait d'être, lucide sur nos identités, mais sans enfin moi je le vois un peu comme, il y a 1 milliard de j'ai l'image de la boule à facettes en général, où il y a 1 milliard de petits carrés de ouais, je boules parle à du facettes diamant, ouais. et Mm. en fait, chaque facette, on peut choisir finalement, quand on est dans ce point je ne sais pas si c'est le point zéro ou quoi, mais pour moi, dans le cœur de la boule à facettes, c'est là où on est vraiment et après, c'est est-ce que je décide ou pas de pousser le trait ou d'activer ce trait de ma personnalité ou pas, introverti ou extraverti, mais c'est moi qui choisis au final et c'est ce que tu disais avec la désidentification, c'est que tu deviens à la fois acteur et réalisateur. C'est vraiment cette idée de, bah, est-ce que je joue de cette capacité-là ou pas? Est-ce que je l'active ou pas? Ou finalement, est-ce que je mets on ou off, C'est quoi? ça, c'est ça. Tu es dans les loges et tu as le choix du costume que tu vas prendre avant de monter sur Ah, scène. exact. Et par contre, quand tu es sur scène, tu joues le personnage à fond. C'est Et c'est ça. parce que tu le joues à fond qu'on y croit et que tu y crois aussi parce que tu l'incarnes pleinement. Ce qui, Mmh. ce qui fait que des personnes ont l'impression d'être déguisées quand elles commencent à revêtir une autre identité, c'est qu'elles n'y vont pas à fond. C'est que Mmh. tu sens qu'il y a quelque chose de fébrile C'est ça. et que ça ne sonne pas authentique.
tout à fait juste. Ouais. Maintenant, quand tu joues pleinement le rôle, et tu vois les bons acteurs, alors il y a une différence fondamentale entre la plupart des acteurs français et des acteurs américains. Les acteurs français, on a une culture qui est plus théâtrale. Et dans le théâtre, on va beaucoup utiliser beaucoup d'emphase, etc. Ça sonne très théâtral parce que personne dans ta vie va parler comme ça. Dans le cinéma américain, ils ont une culture de l'acting. C'est une culture de l'acting qui est moins théâtrale, qui est plus cinématographique. Donc, aller chercher la justesse dans l'émotion, etc. Et du coup, les personnages, tu y crois. Moi, quand Leonardo DiCaprio, par exemple, il joue un personnage, j'adore cet acteur, quand il joue n'importe quel personnage, tu y crois tellement parce qu'il est vraiment, vraiment dedans et il le joue et il est crédible dans tous ses personnages. Donc, s'il peut le faire lors d'un rôle et que tu y crois quand tu regardes le film et qu'à aucun moment tu te dis « Ah non, mais c'est Leonardo, là, il est en train de jouer, c'est théâtral », C'est ça. clairement, c'est qu'on a aussi cette capacité de pouvoir aller chercher différentes identités en conscience et de les incarner. Ouais, c'est ça. Donc, et de pouvoir, donc, du coup, décider, parce que tu parlais vraiment de cette notion aussi de pouvoir de décision, bah, de pouvoir décider laquelle on veut incarner à quel moment et être all-in, si je dois, enfin, de ne pas être dans ce truc un peu tiède, on va dire ça comme ça. Oui, Ouais. mais je crois que je vais jouer la carte de l'introverti là pour une fois. Non, en fait, soit ou de l'extraverti, tu choisis, tu y vas à fond les ballons. Et puis, bah, après, tu parlais aussi de ce GPS quelque part intérieur à suivre, qui est la joie. Euh, c'est intéressant aussi, là, juste ce qui m'est venu quand tu as parlé de suivre la joie, il y avait cette notion et le piège, c'est de confondre la joie avec le plaisir. On a beaucoup cette culture du plaisir immédiat et on confond le plaisir avec le plaisir court terme, où tu vois de l'excitation ou je sais pas quoi, et de la joie qui, bon, là, c'est plus au niveau des ressentis, mais enfin, moi, c'est comme ça en tout cas que c'est quand il y a quelque chose qui m'apporte du plaisir ou de la joie, c'est pas les mêmes sensations, c'est pas le même élan, c'est pas le même. Non, Ça, c'est aussi à non, mais développer même, quelque part. ouais, tu sais, quand je refaisais la différence entre le mental et on va dire, et l'âme, on va dire, allez, le mental et l'âme, euh, la joie, elle va nourrir l'âme. Donc, Mhm. l'interface reste le corps, donc tu vas sentir des émotions très fortes dans le corps et c'est agréable, mais le corps à ce moment-là est une interface pour l'âme. Ouais, c'est Le ça. plaisir, ça ne va nourrir que le corps, ça va nourrir ta dopamine, ça va nourrir ton adrénaline si tu veux, mais c'est quelque chose qui va être plus animal, encore une fois, un peu comme l'instinct. C'est un peu comme l'instinct, ça va être très animal, c'est très chimique. Et plus tu lui donnes ce plaisir, d'ailleurs, c'est le gros problème de notre société actuelle, c'est on est vraiment sur une société très, très, très court-termiste. C'est pas étonnant qu'on ait du mal à sortir de ce bourbier, on va dire, écologique, mondial. C'est parce que l'utilisation, notamment des réseaux sociaux, fait que les personnes sont câblées sur Shoot de la dopamine. gratification C'est ça. instantanée et la dopamine. Et Mhm. donc, tiens, il faut que je puisse avoir une satisfaction rapidement. Je vais scroller, je vois un truc marrant, c'est bon, j'ai eu mon shoot de dopamine. Je poste un truc, on a mis des likes, c'est bon, j'ai mon shoot de dopamine. Et Ouais. vu qu'on se câble et on habitue notre corps, notre cerveau à être très, très, très câblé sur le court terme, quand tu commences à demander à des gens de penser sur du plus long terme, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que la plupart des entrepreneurs restent des années dans l'illusion d'une réussite fulgurante? C'est parce qu'ils sont encore victimes de ce fonctionnement on va dire, cette accoutumance à la dopamine. Mhm. Si ils s'étaient libérés de ça pour comprendre que, bah oui, peut-être que tu vas morfler pendant 1 an, 2 ans, mais que si tu morfles suffisamment, alors attention, je ne veux pas Ouais, c'est ça. insuffler de croyance, je veux pas C'est insuffler de pas croyance, obligatoire, c'est pas mais une effectivement. obligation. C'est pas une Ouais. obligation. Mais Mhm. par contre, si tu es prêt à ça, C'est si tu es ça. prêt ou prête à ça, à manger de la pierre pendant 3 ans pour après manger au Fouquet's, c'est une bonne punchline ça. Si tu es prête à ça pendant 2, 3 ans, et que tu sais ce qui t'attend derrière, tu auras forcément un niveau de réussite parce que ta résilience, et en plus on est dans le thème, ta résilience, la répétition, l'évolution, l'amélioration continue fait que de toutes les façons, tu vas arriver à un certain résultat. Mais le fait de vouloir regarder trop court terme à chaque fois et d'essayer plein de choses court terme, il y a des personnes, je te dis très honnêtement, je les vois depuis 7, 8 ans. Certains à qui je pense là, on est même de l'ordre de 10, 11 ans, à essayer toujours de nouvelles choses en se disant, mais tiens, c'est le prochain truc là qui va me faire réussir. Et en fait, ils n'arrivent pas
on va dire, à sortir de cette spirale Schéma, infernale, ouais. en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, Et c'est du coup, c'est triste, le fameux syndrome de l'objet brillant qui fait que tu fais que des demi-ponts, comme, comme pour c'est ça, utiliser dans ton image, tu fais des demi-ponts, mais tu n'arrives pas à faire le pont au complet. Donc, exactement. ouais. Donc, c'est suivre la joie dans cette idée de suivre cet élan qui vient de l'âme plutôt que la recherche de plaisir immédiat, parce qu'on est ça, hein, c'est entraîner notre gratification différée. Hein, pour reprendre Mm, dans la parentalité, on en parle pas mal de ça. mm. Et ça nous ferait du bien aussi dans le monde adulte. Et puis tu parlais de justement explorer, d'être, dans cette expérimentation, dans l'amusement d'explorer tous les états de conscience modifiés pour, en jouer, pour, découvrir justement, tous les possibles, tous les champs des possibles qui s'ouvrent à nous à ces différents états, qui nous donnent accès à différentes choses en plus. Donc, chaque état étant, voilà, une porte ouverte, j'ai envie de dire, à de nouvelles, possibilités. Donc, je trouve ça, super intéressant. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Ah, je pense que c'est Par déjà rapport pas mal. Ouais, il y a une chose, si, il y a une chose que j'aimerais rajouter et qui me ferait, c'est même pas que ça me ferait plaisir, c'est que je me sentirais utile. Voilà, ça servirait mon besoin de contribution. Mmh. C'est pour les personnes qui écoutent ce podcast, si vous pouvez prendre juste une seule chose que vous avez entendue dans ce podcast, et d'ailleurs, c'est ce que je vous encourage à faire, pas que là, mais pour tout le reste. Vous prenez une seule chose et vous prenez cet engagement de l'appliquer, de le répéter suffisamment de fois jusqu'à ce que vous puissiez vous dire, voilà, c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi, mais de pouvoir s'autoriser à expérimenter. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai jugées trop perchées, mais ça ne me correspond pas ça, mais c'est n'importe quoi, etc. Et ces choses que j'ai jugées par le passé, ce sont aujourd'hui les choses qui ont le plus d'impact sur moi. Mmh. Donc, je ne dis pas que derrière le jugement, il n'y a jamais de vérité absolue. Je ne dis pas que derrière le jugement, il y a toujours ces trucs qu'on devrait essayer. Mais, on se prive aussi de certaines expériences. Et je dirais, si vous jugez quelque chose aujourd'hui, par exemple, si vous dites, ouais, alors j'aurais pu vous parler de plein de trucs, hein. J'aurais pu parler que de marketing, j'aurais pu parler que de business. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'un sujet qui est plus profond, qui m'intéresse aussi, et que je vibre, que j'expérimente. Mais si vous pouvez juste vous ouvrir à une réalité un peu différente et de savoir qu'il y a comme un camembert, vous imaginez un camembert, qui a 10% de ce camembert, c'est ce que vous savez, ce que vous savez que vous savez. Euh, 10% de ce camembert, c'est ce que vous savez que vous ne savez pas. Donc, c'est quand même dans votre champ de conscience et vous savez que vous devez l'apprendre et vous ne savez pas. Et que les 80% restants, c'est ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Mais en fait, dites-vous que dans ce champ d'expérimentation, il y a probablement ce que vous cherchez depuis très, très, très longtemps. Donc, si vous jugez quelque chose, mon invitation, c'est allez tester, faites-vous une idée. Moi, il y a des trucs que j'ai testés. Alors, je ne vise personne en particulier, mais j'ai fait des expériences où au final, je me dis non, ça, honnêtement, pour moi, c'est de la connerie. J'ai fait l'expérience et je dis honnêtement, là, j'ai joué le jeu jusqu'au bout. Pour moi, c'est de la connerie. Et des trucs dans lesquels je ne crois pas Mmh. parce que je les ai expérimentés et que j'ai bien vu qu'il y avait, voilà, c'était plus de la manipulation ou un peu de la méthode Coué, quoi. Si tu y crois, peut-être que ça va se produire. Voilà. Et des choses où j'y allais avec l'esprit du débutant, l'esprit de l'élève, l'esprit de l'enfant aussi qui va, qui s'amuse, qui découvre. Et waouh, j'ai trouvé ça magique. Encore Mmh. une fois, si on m'avait montré l'image de Cannes qui fait des exercices de respiration, de méditation tous les matins, qui visualise, etc., je me serais dit waouh, mais en fait, vous lui avez donné quoi à ce mec? C'est pas moi, ce sera pas moi. Ce Je sera ne pas ferai pas moi. Mais en partie fait, de voilà. cela. Non, non, pas moi. Non, non, non. Et en fait, j'y suis, mais parce que je me suis ouvert, j'ai fait l'expérimentation. Mmh. Et encore une fois, je ne fais pas de prosélytisme. Tu vois, je dis pas faites ça, c'est mieux que. Là, je vous partage que de mon expérience, l'impact que j'ai eu, ce en quoi je crois tellement que je l'ai intégré dans mes accompagnements, dans mes pratiques quotidiennes, dans les pratiques que aussi je donne à mes proches, à ma famille, aux gens que j'aime. Donc voilà. Si vous êtes là, que vous m'écoutez, c'est qu'on a peut-être des choses en commun et que vous pourriez peut-être en bénéficier. Donc, essayez, au moins. C'est ça. Essayez pour se laisser surprendre quelque part. C'est Amusez-vous. ça. OK. Hem
je trouve ça, je fais toujours un lien entre la résilience et la divergence, tu vois, la capacité à voir justement les possibles. Euh, dans tout ce que tu nous as partagé, donc, c'est la stratégie de résilience que si tu te mets justement en méta, ta stratégie de résilience à toi, comment est-ce que tu la résumerais? Tu es face à l'adversité, comment tu fonctionnes? Je relance un peu le truc, mais Comment désolée. je, ouais, comment je fonctionnais avant et comment je fonctionnais aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de rapport. OK. Et je vais donner juste pour un peu de contexte comment je fonctionnais avant. Avant, la résilience, c'était le guerrier. Mmh. C'est waouh, j'ai été frappé, je me lève, je combats, quoi, j'y vais. Et honnêtement, c'était épuisant et je me suis rendu compte d'une chose. Alors, vu qu'on parlait tout à l'heure, voilà, adrénaline, dopamine, etc., je me suis rendu compte que j'avais un fort besoin d'adrénaline et Mmh. que quand il y avait pas de bataille, ben, en fait, j'étais ce guerrier dans les shops qui va chercher la bagarre C'est ça, avec les autres. c'est ça. Parce Euh, que on est en temps de paix et lui, il s'ennuie et donc du coup, il va c'est il va ça. tabasser Exactement, parce que des c'est son ivrognes. identité. Parce que Ouais. c'est son identité. Yes, ouais, ouais, Il se bat. Il se définit comme un guerrier, donc il se bat. Et s'il n'y a plus de guerre, il va la créer, c'est ça. peu importe ce que ça lui coûte. Et la forme que ça prenait, c'était inconsciemment créer du chaos. Mais il y Mmh. avait toujours une bonne raison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis intraitable, je le vois chez les autres. Le chaos, il prenait cette forme-là. Oui, non, mais là, je suis plus aligné, il faut que je change quelque chose. Ouais, non, mais là, je pense que j'ai une super idée. Ça prenait cette forme-là. Donc, oui, je réinventais, oui, je crée. Et puis derrière, il y avait cette croyance que, mais non, mais je fais ça parce que je suis créatif. Non, tu fais ça parce que tu as un besoin d'adrénaline, tu as besoin qu'il se passe des choses. Mmh. Et s'il ne se passe pas quelque chose de nouveau, tu t'ennuies. Et si tu t'ennuies, eh bien, il va falloir que tu crées encore le chaos pour ne plus t'ennuyer, pour sortir d'une situation chaotique. Donc, j'ai compris ce mécanisme. Mmh. Donc, la résilience, elle passait par là inconsciemment, créer moi-même le chaos quand il ne me tombait pas dessus pour pouvoir justement ressortir. Et aujourd'hui, je te dirais même que je ne veux plus me définir par l'identité de résilient parce que, encore une fois, le résilient doit toujours aller, je dirais, dépasser les obstacles. Donc, il faut toujours qu'il y ait un obstacle. S'il n'y a pas d'obstacle, pour moi, il n'y a pas de résilience. C'est ma manière de voir les choses. Mmh. Donc, le résilient s'attend toujours à l'obstacle. Et parfois, je pense aussi, et c'est ma vision aussi de l'énergie, que quand on est dans cette énergie de résilient, bah après, tu verras, je vais mettre une petite nuance et tu vas comprendre pourquoi. Quand on est dans cette énergie de résilient, si c'est devenu qui on est, inconsciemment, on va faire en sorte qu'il y ait des obstacles pour valider cette identité. Je suis résilient. Donc aujourd'hui, je ne me dis plus je suis résilient. Par contre, j'ai une ligne 3 dans mon design. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en Human Design, il y a ce qu'on appelle un profil. Et le profil, c'est un peu le costume de cette vie que vous abordez. Et moi, j'ai ce profil investigateur martyr. Et la ligne de martyr, la ligne 3, et toi, tu es ligne 3 aussi, c'est ça? Tu es 1-3 Mmh, oui, comme moi. oui. Voilà. Donc, ligne 3, on a cette énergie d'apprendre comment le plan matériel fonctionne, comment la vie fonctionne, comment cette vie Yes. terrestre fonctionne, en attirant les expériences qui vont se heurter à nous pour qu'on comprenne. Donc, ça veut dire des épreuves parfois, des essais et des erreurs. Donc, ça fait partie de moi. Je n'ai pas je ne veux pas l'alimenter plus que ça. Ça fait partie de moi. Les choses, elles viennent, OK. Et aujourd'hui, ma résilience, c'est quoi? C'est si je devais la définir, c'est l'accueil. C'est l'accueil. C'est de se dire, il n'y a rien qui arrive contre moi, tout arrive pour moi. La vie me sert exactement ce qu'elle me doit servir pour me préparer aux choses qu'il y a derrière. Point. Donc, je ne juge pas. Oui, je ressens des choses désagréables, je ressens des choses agréables, je ressens des choses compliquées, je ressens des choses qui le sont moins. Donc, je ressens, mais par contre, je ne juge pas et je ne m'identifie pas à mes challenges. Je dis juste, les challenges sont là, ça fera sens plus tard. OK, je prends. Point. Mmh. Voilà, je suis vraiment dans l'accueil sans attacher d'identité à ça. Et quand tu es dans cette phase d'accueil, du coup, tu vas en mouvement, mais tu plus enfin, moi, tu vois, je fais une différence entre la résilience et la résistance. Ce que tu viens de décrire avant, en fait, c'est cette notion, on a un peu cette on comprend mal, pour moi en tout cas, on comprend souvent mal ce que c'est un résilient. Un résilient, on le voit, comme tu dis, comme le guerrier, celui qui ouah, qui fait face, qui surmonte l'adversité et cetera. Alors que,
le résilient est celui, et comme tu dis, s'il n'est pas dans la résilience, c'est quelque chose, c'est une aptitude qui va s'activer face à l'adversité. Mais c'est pas quelque chose que tu vas muscler comme tu vois, au stéroïde, comme en mode guerrier, je vais aller chercher l'adversité pour me prouver que je m'endurcis. En fait, c'est une sorte de carapace un peu bizarre, chelou. Et là, on est dans la résistance, en fait. On n'est pas dans l'accueil. Le Ouais, résilient, ouais. lui, il sait il y a une sorte d'optimisme, de foi. Moi, je parle carrément de foi, Hmm. de que, OK, en fait, j'ai la foi que demain sera meilleur ou que demain, ça aura un sens. Mais en tout cas, tout est pour moi et pas contre moi, effectivement. Ça, c'est plus Oui, l'état d'esprit oui. résilient. Et en Mais fait, je te dis pourquoi j'ai parlé de ça, c'est parce que je l'ai beaucoup vu en coaching, des personnes qui, justement, s'associent à l'identité de résilience, et c'est encore plus renforcé quand ils ont fait des tests de personnalité, genre le Gallup ou je ne sais pas quoi, où on va leur dire votre force principale, c'est la résilience. Donc, du coup, ils se disent je suis résilient, ça devient leur identité. Et donc, il y a aussi ce truc de, vu que c'est moi, cette résilience, elle doit servir. Sinon, je ne suis pas utile si c'est mon identité et que ouais. j'ai ce besoin de me sentir important, de me sentir utile, etc. Donc, mon identité ne va s'affirmer que quand je pourrai être résilient. Et en général, tu ne peux pas être résilient si tu n'as pas d'épreuves. Donc, Mhm. ça veut dire que je vais chercher les épreuves pour renforcer cette identité de résilience à laquelle je me suis attaché et peut-être de laquelle je suis fier, en fait. C'est pour ça que je te disais que je suis très détaché. Les choses, elles arrivent. Et je peux te donner un exemple très concret. L'année dernière, on a fait un challenge et enfin, on a fait plusieurs challenges, mais sur un des challenges qu'on a fait, je perds l'utilisation de mon compte publicitaire juste avant d'entamer la phase de publicité, qui aurait pu nous permettre de toucher beaucoup plus de personnes. À une époque, je me serais tiré les cheveux, j'aurais dit mais c'est pas possible, c'est injuste, j'en ai marre, tout ça. Là, j'ai eu une réaction vive sur, ça a duré quelques minutes. J'ai laissé redescendre. Après, j'ai appelé l'équipe, j'ai dit, OK, voilà, on va faire ça, 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 et c'est bon, c'est parti en fait. C'est juste, c'est un événement ou un non-événement. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça que je disais que j'attache même pas d'identité ou de terme à ça. Je dirais même pas, est-ce que c'est de la résilience ou pas? C'est la vie en fait, tout simplement. La vie, elle se passe. Et donc, voilà, la vie, aujourd'hui, je pense que la vie, elle ne se passe pas sur moi, contre moi, avec moi, ou elle me heurte ou quoi que ce soit. Elle se passe à travers moi. Donc, c'est l'expérience que j'en fais et c'est à moi de décider et d'être intentionnel sur quelle expérience j'en fais. Si je me dis que c'est la résilience, OK, je vais m'identifier à ça et je peux être ce résilient. Aujourd'hui, j'attache même pas de terme à ça. C'est Mm. juste, voilà, je suis tout simplement. Les choses, elles arrivent. OK, cool. On C'est y ça. va et on gère. Amusons-nous. Ouais, c'est ça. Un peu ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Essayer de C'est... prendre les choses un peu moins au sérieux. OK. Ce qui est pas, Mais excuse-moi, juste ce qui est pas évident quand on est entrepreneur, parce qu'il y a des enjeux, parce qu'on a des objectifs, parce qu'on a des choses comme ça, mais il suffit d'avoir des enfants, quoi, pour regarder et pour dire, mais pourquoi je vais me prendre la tête avec ça? Euh, voilà, ça te ramène dans le concret. ça nous permet aussi de prendre du recul finalement, de dire est-ce que finalement ça a tant d'importance que ça, ce truc, voilà, le compte bloqué, est-ce que franchement, c'est un peu l'expression qu'on utilise, il n'y a pas mort d'homme au final. Bon, en soi, c'est pas une question de vie ou de mort, mais on est capable de se faire une narration, de se raconter une histoire parfois pour enfin, voilà, pour finalement ne plus être dans la joie et d'être dans ce Ouais, truc de c'est injuste, dans la colère, dans des énergies beaucoup plus finalement ouais, plus délétères sur le long terme parce qu'un entrepreneur qui est dans ce forcing, etc., à un moment donné ou l'autre, il perd le goût, il perd le sens, il a perdu la joie et donc du coup, il n'est plus dans ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire créer de la valeur. Un entrepreneur, c'est ça finalement son essence, c'est ouais, c'est ça. apporter de la valeur à l'autre et c'est Servir. par ça Ouais. qui voilà ça et sans la joie, ça semble un peu plus le chemin risque d'être un peu plus long, quoi. Ouais, et puis c'est sortir aussi de son nombril. Quand il y a quelque chose qui m'arrive, on va dire, Ouais, clairement, ça n'arrive qu'à moi. C'est-à-dire que le reste du monde ne sait pas que c'est en train d'arriver. c'est Il n'y a ça. que moi qui suis en train de me prendre la tête dessus. Pourquoi moi? Et donc, quand justement, il y a un truc qui se passe, je fais très rapidement ce 180 degrés. C'est pour ça que je dis toujours, moi, je parle ouvertement de mes challenges et je dis à nos clients,
on n'a pas des challenges différents des vôtres, seulement on est très outillé pour pouvoir les régler très rapidement et c'est ce qu'on vous transmet aussi. Oui, je vais être challengé, mais par contre, ça ne va pas durer longtemps. C'est-à-dire Mhm. qu'il y a ce challenge. Je me dis, OK, c'est en train d'arriver, je l'observe et puis après, très vite, je sais ce que j'ai décidé et je fais ce 180 degrés. Le 180 degrés, c'est je sors de mon nombril et je regarde à l'extérieur. À l'extérieur, il y a tous les gens qui ont besoin d'être servis. Et les gens qui ont besoin d'être servis, ils n'en ont rien à faire que ton compte soit bloqué. Ils sont dans leurs problématiques à eux. C'est Mhm. soit tu les sers, soit tu les sers pas à point. De Ça. dire oui, imagine à la fin de ta vie, allez, on est en train de faire l'addition, tu es devant, je ne sais plus comment on appelle le saint là, qui t'attend pour soi-disant t'emmener au paradis ou je ne sais Saint-Pierre, quoi. je crois que c'est Saint-Pierre avec Peut-être. les- Ok, donc tu es devant et puis on est en train de compter, faire l'addition. Bon, monsieur, alors voilà, vous auriez pu sauver 50 vies. Qu'est-ce que vous aviez fait? Ah, vous aviez un compte Facebook privé. C'était important ça. Et moi, j'ai souvent, j'aime vivre au moment présent, Mhm. mais moi, je vis aussi dans mon futur présent. C'est-à-dire, je ramène le futur au présent et je vois les choses sous une autre perspective en me disant, attends, projette-toi dans 10 ans, dans un autre niveau de réussite dans 10 ans et observe cette situation. Selon toi, est-ce que c'est important? Imagine, tu es en train de dire, tu es devant 5000 personnes sur scène, etc. Et tu es en train de repenser à cet événement. Est-ce que ça aura de l'importance? Non, pas vraiment. Donc, je me mets dans un autre état d'esprit pour créer une autre réalité. C'est Et ça. ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'hier et c'est moins facile que demain. Donc, c'est toujours pratiquer, 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 pratiquer. Aujourd'hui, me mettre en méta et de m'observer, penser, je le fais systématiquement sans avoir à y penser. Alors qu'avant, et c'est un jour, je me suis dit ça, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai pas d'effort à faire pour être comme ça en méta. Alors qu'avant, je devais me poser, me dire, attends, tiens, observe tes pensées, etc. C'est juste devenu une nouvelle manière de fonctionner, Mhm. un nouveau système, un nouvel OS, en fait. C'est une mise à jour de l'OS. Et on en revient à ce pouvoir finalement de la décision et de l'intention. C'est que tu pars avec l'intention de dire, OK, est-ce que finalement, mon intention, c'est de servir les autres ou de résoudre la problématique à court terme ou dans laquelle je crois être enfermée. Et la décision de dire, est-ce que je trouve des solutions pour servir tous ceux qui attendent, on va dire ça comme ça, ou est-ce que je décide de rester autour de mon nombril en disant c'est trop injuste et me complaire là-dedans, voilà, le temps qu'il faut, on va dire ça comme ça, pour chacun. Mais effectivement, on gagne j'ai envie de dire presque en capacité de rebond au fur et à mesure. Donc, là, ce que tu nous dis, c'est que tu as développé avec tous les outils, avec l'expérience, et cetera, bah, c'est-à-dire, en fait, tu arrives à rebondir plus rapidement, à te mettre en méta plus Oui, rapidement, à pouvoir prendre du recul, à pouvoir te projeter dans le futur en disant: «Qu'est-ce que le Khan du futur dirait? Il en rirait ou pas de cette situation?» oui. Et tout ça, c'est oui, c'est effectivement comme de l'entraînement. Et encore une fois, pour les personnes qui écoutent, je dirais deux choses. La première, soyez indulgents avec vous-même. Moi, j'en suis là parce que ça fait des années que je travaille sur moi, Bien que sûr. je pose de la conscience, etc. Ça ne veut pas dire qu'en une fraction de seconde, en un claquement de doigts, vous allez avoir ce mode de fonctionnement. C'est un processus. C'est mettre cette intention, c'est vous focaliser peut-être sur une chose en vous disant, OK, dans les 3 prochains mois, je vais essayer régulièrement de me mettre en méta, de sortir de mes problèmes, d'observer mes émotions, de peut-être pas les juger, peut-être même de regarder de manière pragmatique combien de temps je rumine quand il m'arrive quelque chose, et puis ensuite d'observer que en fait, je rumine de moins en moins de temps. Avant, c'était une semaine, ensuite, c'était 5 jours, maintenant, c'est 3 jours. Bah oui, c'est encore 3 jours, mais c'est quand même largement mieux qu'avant. Et c'est 3 jours supplémentaires ou 4 jours supplémentaires pendant lesquels vous pourrez faire des choses dans un autre état d'être. Donc, c'est être indulgent avec vous-même. Et puis, comme ça, peut-être, alors je ne sais pas ce que les gens peuvent se dire de l'extérieur, mais on peut se dire, oh, mais c'est quand même chiant de se dire, tiens, toute ta vie, tu es là à t'observer, à te poser des questions, machin. Mais en fait, ça devient un process tellement naturel que Mmh. vous n'avez plus à y penser. Vous n'avez vraiment plus à y penser. C'est un peu comme quand vous êtes enfant. Imaginez si on dit à un bébé qui, alors s'il pouvait, alors, ils comprennent, mais s'ils pouvaient tout mentaliser, si on dit à un bébé, bah, tu sais, tu vas devoir marcher, et puis en même temps que tu marches, tu devras réfléchir, et puis en même temps, tu devras manger, ou je ne sais pas quoi. Alors là, mais c'est compliqué, mais vous, les adultes, faire ça toute votre vie et tout, ça doit être compliqué. Ben non, ça devient juste un réflexe. Donc, ayez confiance au processus. C'est pour ça que je vous disais, concentrez-vous sur une seule chose, mettez-la en application, faites en Mmh. sorte de l'intégrer, et vous allez passer du faire à l'être. Moi, je parle souvent de cet ordre
être, faire, avoir. Pour moi, l'être, c'est vraiment ce qu'on incarne. Le faire, c'est l'expression de l'être quand c'est juste, quand c'est aligné. Et l'avoir, c'est la suite logique. La conséquence. Et, et puis, ça va aussi dans l'autre sens aussi, parce que les choses que vous avez, elles vont peut-être impacter une nouvelle manière de faire et impacter aussi votre état d'être. Ça fonctionne dans les deux sens. Il y a des choses que je fais ou que j'ai fait régulièrement qui ont changé mon état d'être et qui se sont intégrées dans ce que je suis. Comme je disais tout à l'heure, des pratiques de méditation, de gestion de mes émotions, etc. Donc, c'est la magie. Et puis, au-delà de tout ça, juste amusez-vous, jouez, c'est tout. Ben, ce sera le mot de la fin du coup pour notre interview Exact. aujourd'hui. Amusons-nous. J'espère que vous avez. Bon, là, je pense qu'il y aura 1 million de pépites là-dedans. Donc, choisissez-en une. Amusez-vous, entraînez-vous, expérimentez. Et puis, ben, merci Can, en tout cas, de nous avoir partagé toutes tes pépites de sagesse et toutes tes expériences. C'était très, très riche. Donc, merci pour ça. Et ben, je te dis du coup à très, très bientôt. Bah, merci à toi, mais attends, juste avant, puisque tu sais que c'est un petit peu mon petit rituel et je vais pas y couper, c'est quoi toi ta pépite de ce podcast? Alors, moi, la pépite qui m'a le plus parlé, ou en tout cas qui a le plus résonné avec moi, c'était vraiment cette notion d'intention. Surtout quand en plus tu dis que c'est la bonne fenêtre de tir. Moi, j'ai un côté un peu efficience. Tu vois, ok, comment est-ce que je peux prendre un raccourci? Bah, du coup, le soir, comme tu disais, avant d'aller me coucher, et le matin au réveil, de poser une intention claire, parce que j'ai toujours une vague intention, mais genre pour la semaine ou pour le mois. Mais là, c'est de le transposer au quotidien, Ouais. et du coup de choisir, choisir mon intention en conscience quelque part le matin. Ça, c'est la pépite en tout cas, ou le jeu Mm. auquel j'ai envie de jouer là pour les prochains jours. Ouais, Clairement. et alors, juste parce que je ne peux pas m'empêcher, je vais juste expliquer pourquoi c'est aussi super, super, pour le coup, efficient de faire ça de cette manière ou après d'autres manières. C'est que quand vous avez accès à cette partie-là on va dire, de votre cerveau ou à cet état dans votre cerveau, l'information, elle arrive directement au subconscient et vous avez cette capacité à pouvoir vous mettre en action parce que votre corps, il va toujours vouloir être cohérent avec ce qui lui semble être normal. Je dis bien normal. Si c'est normal de procrastiner, il va procrastiner. Si c'est normal de se lever tout de suite le matin quand le réveil sonne, Normal. le pied va se poser tout de suite au sol. Si c'est normal d'appuyer 2 fois sur snooze ou sur, je ne sais plus comment on dit en français, Ouais, c'est ça, le répéter plus tard là. voilà, répéter plus tard, c'est ce qu'il va faire spontanément. Ouais. Donc, le fait de pouvoir aller toucher directement à ces parties-là du cerveau, ça fait que l'information, elle va s'engrammer directement aussi dans le corps et que ce sera plus facile pour tout le reste, votre système nerveux, etc., d'être cohérent avec cette information. Votre corps fait ce qui est normal pour lui, facilement ce qui est normal pour lui, et il aura beaucoup plus de challenge à maintenir ce qu'il n'estime pas être sa norme. Donc, si on arrive à tromper dans une certaine mesure le cerveau, à Ça, le c'est court-circuiter, hacker le cerveau. hacker le cerveau Le et à système. pouvoir intégrer une information particulière. Moi, pendant un moment, j'utilisais aussi des audios d'hypnose, d'auto-hypnose, juste avant de m'endormir, dans cet état un peu, voilà. Et du coup, ça me reprogrammait. Donc, après, alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais vous allez faire pendant peut-être une semaine, 10 jours, sur des choses qui sont peut-être lourdes, que vous n'arrivez pas à vous détacher. Et puis, vous allez peut-être oublier. Et puis, 15 jours, 3 semaines, un mois plus tard, vous regardez, vous dites, waouh, en fait, j'ai plus ce challenge. Il a juste disparu. Ça fait plus partie de moi. Ma norme, c'est une nouvelle manière de faire. Donc, c'est ça qui est presque magique. Et c'est là où la science est intéressante aussi, parce qu'une fois qu'on comprend comment les choses fonctionnent, on peut aussi aller servir. Donc, dans ce sens, je dis vraiment que la science, c'est génial. Et On on peut peut regarder s'appuyer les dessus, choses. quoi. On peut s'appuyer Exactement, dessus pour ce qu'il y a exactement. déjà, voilà, les recherches qui montrent ce qui fonctionne quelque part, et pour un recherche d'efficience, en tout cas, on peut s'appuyer dessus. Donc, Tout à oui, fait. je t'en dirai des nouvelles. Yes, génial. Eh ben, Bah, merci à merci. toi. C'était un moment super Avec agréable. plaisir. Et c'était ta promesse. Tu m'avais dit qu'on passe un bon moment. Donc, promesse tenue. Je te remercie. Avec plaisir.